Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouvel épisode du format on-screen qui s'intéresse aux adaptations de comics sur tous les supports quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, on vous fait un petit épisode spécial puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une adaptation de comics publiée, mais c'est quand même un film de super-héros. Ça s'appelle Samaritan ou Le Samaritain en VF. C'est sorti sur Prime Video. C'est un film qui est réalisé par Julius Avery avec dans le rôle principal Sylvester Stallone, donc qui continue à se faire plaisir malgré son grand âge. Et on va vous le dire aussi tout de suite en préambule, notre invité du jour c'est Splinter. Salut Splinter. Salut. Et donc, si là vous dites, c'est un épisode en duo entre Arnaud et Splinter, c'est que vous savez qu'a priori, on va pas être super tendre avec ce film, que on est déjà à peu près certain de toute façon que parmi celles et ceux qui nous écoutent, très peu l'ont vu, puisque la promo a pas été non plus très folle. On n'en a pas énormément parlé en dehors des trucs spécialisés, même les sites plus généralistes en ont pas fait grand bruit. Et avec cette discussion, peut-être que vous allez comprendre pourquoi personne n'en a parlé plus que ça. Alors Splinter, j'ai envie de te poser une première question avant même d'évoquer ton avis sur le film, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à en dire mine de rien, même si c'est pour en dire du mal. Ah oui. Ouais. Ta question, c'est pourquoi j'étais pas sur le podcast Paper Girls. Oui, effectivement, tout simplement parce que alors que j'ai vu la série. C'est vrai, mais tu sais qu'il y a plein de gens qui ont vu la série et on voulait plus de justement aussi d'intervention féminine, et puis vu que j'avais déjà trouvé tout le monde, et je me suis dit que voilà. Wow. Bah oui, mais tu veux être dans tous les podcasts, en fait, mais faut me le dire dans ce cas. Fais-moi une missive, mais voilà. Mais de toute façon, les gens sont ravis de te retrouver là. Et puis on sait très bien que tu vas revenir. Il y a encore pas mal de films et séries qui sortent d'ici la fin de l'année, donc on n'a pas fini de t'entendre chez nous. Mais à la fin de ce podcast, je donnerai quand même mon avis sur Paper Girls. Très bien, écoute, ça fait un petit bonus pour celles et ceux qui auront écouté le podcast Super Pair Girls. Voilà, vous aurez l'avis de Yerim à la fin. Mais justement, je vais te poser la question, est-ce que tu étais un petit peu au courant de ce film? Et à part parce que je t'ai proposé d'en faire un podcast dessus, est-ce que tu l'aurais regardé ou pourquoi tu l'aurais regardé sinon? Est-ce que j'étais au courant de ce film? Ouais, je crois que j'avais quand même vu passer le trailer. Ouais. Mais c'est vrai que non, sinon j'avais pas vu quoi que ce soit en termes de promo ou de mise en avant ou quoi que ce soit. Donc ouais, j'étais au courant de l'existence de ce film. Et non, est-ce que je l'aurais vu? Si, quand même, mais je l'aurais vu vraiment que pour le taf, quoi, je pense. Ouais, pas pour ton... Non, ouais, j'aurais pas été curieux. Pas pour ton plaisir personnel. Non, même s'il y avait... En fait, il y a un truc bizarre, c'est qu'il y a un autre film dont le trailer tournait à la même période, en plus, mais c'était avec l'acteur qui jouait dans True Blood et qui joue... Skarsgård? Non, qui jouait dans Magic Mike, le truc des stripteaseurs, là, et il jouait Deathstroke dans une seule séquence, du coup, de Justice League. Oui, putain. Manganiello. Oui, Joe Manganiello. Joe Manganiello, voilà. Oui, c'est vrai, il fait aussi son propre film un peu de il y a un film qui s'appelle Je sais pas quoi, où le trailer c'était la même chose ou presque, et Joe Manganiello, je crois, c'était pareil, une espèce de super-héros sur le retour qui voulait se faire oublier ou je sais pas quoi. Ouais, parce que en plus je suis sûr qu'on en avait parlé même sur Comics Blog. Ouais, c'est ça, ça s'appelle Arch Enemy. Voilà. Arch Enemy qui avait été annoncé en juillet 2020 quand même, mais c'est ça, c'est un justicier, un vigilante, un peu vénère. Ouais. C'était super, enfin je sais pas, c'était super bizarre de voir les deux. Ouais, un petit peu au même moment. Très peu de temps d'écart, les trailers tournaient et tout, et donc voilà, mais sinon j'avais pas plus identifié que ça. Ouais. Samaritan. Parce que c'est un film qui est quand même en gestation depuis longtemps. Nous, la première fois qu'on en a parlé, c'était en février 2019. Quand même, genre le premier trailer, tu sais, quand il tournait? Non, le premier trailer, on l'a eu en juillet. Tu vois, c'est quoi, de cette année-là? Ouais. Ah, d'accord. Ouais, c'est pour ça. Et le film est sorti après, je crois que c'était en fin août, le 31 août, quelque chose comme ça. Donc, ça fait partie des productions, c'est ça, un peu envoyé au casse-pipe, j'ai l'impression, par Prime Video, puisque, d'ailleurs, de façon rigolote, comme avec Paper Girls, il y avait eu un trailer un mois avant et c'est tout. Et après, c'est sorti et puis personne n'en a parlé. Et là, c'est un petit peu pareil parce que c'est annoncé donc c'est un film qui est fait par la MGM. Mais justement qui a peut-être entre-temps été racheté par Amazon, donc c'est peut-être pour ça que le film finalement est pas sorti au cinéma et se retrouve sur Prime Video, parce que le tournage était fini en novembre 2020 et après c'est passé 1 an et demi avant qu'on ait le premier trailer, et une post-prod qui dure 1 an et demi, surtout par rapport au résultat final, enfin ce qu'il y avait à faire. À mon avis, c'est qu'il y a sûrement eu des bails
On sait pas trop à quoi en faire. A priori, c'est pas taillé pour le grand écran, mais on a déjà dépensé 80 millions. Qu'est-ce que ferait Warner dans cette situation? C'est vrai qu'il bah, il annulerait. Bah, vas-y, alors nous, on va quand même le sortir. Et c'est vrai qu'il a coûté cher, hein, 80 millions. Enfin, je veux dire, par rapport à ce que c'est. Alors, le budget, là, je disais le chiffre au hasard, hein, mais je sais pas combien il a coûté celui-là. Ouais, parce que ça me semble beaucoup quand même. Oui, non, ça, par contre, ça, c'est une petite production. Ça va faire quelques dizaines de millions, mais pas plus. J'ose le penser. En tout cas, voilà, tu l'as regardé, ce film, tu l'as vu, avec grand plaisir. Avec tes yeux et tout ça, dans des bonnes conditions, je l'espère. Et donc, c'est un podcast, voilà, c'est un podcast spécial. On va pas faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Ouais, ça va être comme Mortal Kombat, pour ceux qui se rappellent. C'est ça, non, Mortal Kombat, on n'a pas fait de truc. Non, non, c'est pas Mortal Kombat, c'est G.I. Joe. Voilà. Mais ça s'appelait pas G.I. Joe non plus. Non, c'était Snake Eyes, oui, parlons Snake Eyes. G.I. Joe Origins sera comme Snake Eyes. Parce que je pensais à Scorpion, c'est pour ça. C'est ça. Ce sera un peu comme putain, Jupiter's Legacy aussi. Je me rappelle même pas si on avait fait, ou Sweet Tooth, tu vois. Je crois qu'à partir d'un moment, on a arrêté de dire, vas-y, on fait des parties sans spoiler. Parce que justement, l'idée, c'est de faire placer plus une bonne petite heure rigolote en notre compagnie. Plutôt que on va se fendre la gueule. Clairement là on va être bien marrant et au lieu de perdre 1h40, t'as plus le temps de télécharger ce film parce que bien entendu vous n'êtes peut-être pas abonné à Prime. Donc voilà, je te dis seulement Splinter, là, qu'est-ce que t'as pensé de ce film dans les grandes lignes, puis après on ira dans les détails au fur et à mesure de la discussion. En fait, j'avais pas non plus d'a priori négatif, c'est juste que ça m'intéressait pas particulièrement, mais je me disais pas ça va être nul ou je sais pas quoi. À l'arrivée, c'est très 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 anecdotique, c'est-à-dire qu'il y a un début de film où c'est le film de Stallone post en gros la dernière partie de sa carrière, c'est-à-dire le moment où t'as presque toujours l'impression que c'est soit un Rocky sur le retour, soit un Rambo sur le retour. Ouais. Et toujours la figure du vieux roublard qui va revenir une dernière fois. Mais qui a une carapace de dur, mais un cœur gros comme ça, qui a envie de dire je t'aime et tout. Et donc voilà, tu retrouves ça. Heureusement, ils lui ont pas mis de chapeau, sinon ça aurait vraiment trop fait. Quand Creed vient le trouver justement dans le premier Creed. Mais donc il y a ça qui marche plutôt pas mal en fait dans la première partie du film avec le gamin qui évidemment est insupportable. Non, mais je veux dire le crame, tu vois, oui, fasciné par le fait que peut-être ce serait lui son héros légendaire d'enfance de la ville dont il a pris les exploits. Ouais. Et en fait, dès que l'action se met en place, voilà, c'est terminé. C'est-à-dire que là, ça devient une fusion, mais qui ne marche pas entre ce prototype de film de Stallone post-gloire et un film d'action et de super-héros, super méchants, classiques, avec tous les critères réglés au plus bas possible. Et donc, du coup, t'as deux genres qui marchent pas du tout ensemble, parce que lui, il joue pareil, tu vois. Lui, ça reste un mec ultra tourmenté et tout, mais qui se retrouve à parler à des personnages qui sont juste des personnages secondaires de Robocop 2, tu vois. Donc en vrai, toutes les interactions, ça devient catastrophique parce que le pire, c'est que tu comprends qu'en plus, c'est pas vraiment censé être contemporain, c'est censé être un futur proche. Ouais. Très vaguement dystopique, c'est la misère qui a pris vraiment toutes les rues des grandes mais c'est villes. pour ça fait vachement Détroit dans Robocop, tu vois, ce genre de criminalité futuriste entre guillemets, mais très très réaliste de la manière dont elle est filmée, représentée et tout. Ensuite pareil, t'as un truc qui est intéressant, mais alors il force tellement dessus. Mais ça, non, t'as dit on fait pas de spoiler. D'abord, tu fais le ressenti général, puis après, on rentre dans le détail. Disons qu'il y a un twist. Oui. Mais c'est un truc qui est tellement... il force tellement dessus que tu le sais. Ouais. T'attends juste le moment où ça va se révéler. C'est-à-dire, c'est du niveau de Ridley Scott qui filme la main coupée du deuxième cyborg dans Alien Covenant. Pour que tu te dises, en fait... peut-être qu'il a échangé et que c'est l'autre, voilà, c'est ce niveau-là. Ou après, t'attends juste le moment où il a fait, oui, non, en fait, j'étais le cyborg méchant depuis tout à l'heure. Et ouais, ok, on a capté, c'est juste, on attendait qu'on soit, que tu nous libères de ce fardeau, quoi, tu vois, narrativement parlant. Voilà, ça arrive très tard.
Ah oui. Ça arrive très très tard. C'est presque le twist de fin, quoi. Enfin. Ouais. Je pense qu'ils l'ont tourné. Enfin, dans leur tête, ça devait être ça, tu vois. Et donc, sauf que non. Alors, le gamin, le pire, c'est que le gamin, l'acteur, il est bon parce que c'est le type de Euphoria, l'acteur. Ouais, c'est ça. C'est le mec qui joue le Ashtray, qui est donc le jeune associé du dealer qui ressemble à Mac Miller. Et en gros, lui, dans Euphoria, il est vraiment très bon. Alors après, c'est un rôle très mutique mais où il doit tout faire passer par son regard, son attitude, et des fois il a des scènes assez violentes, on va dire. Ok. Là, on lui demande de refaire le rôle de Ty Simmons, je crois, dans Iron Man 3. C'est-à-dire que là, c'est juste un petit con qui est fasciné par un super-héros et qui lui tourne autour pendant 1 heure. Voilà, c'est ça leur rapport. Et il y a le pire, c'est qu'en plus, il y a quand même le côté Stallone qui reprend le dessus. Donc, il y a une scène d'entraînement au combat. Ouais. Donc, je me dis, putain, mais c'est un problème. Parce que je suis pas censé revoir Rocky, donc je suis pas censé revoir Creed non plus. Donc... Et puis ça tient même pas la route, parce que même si tu lui apprends à te battre, le gamin a pas de pouvoir en fait. Non, vraiment, c'est pour qu'il se sente mieux dans sa peau et tout. Alors après, l'intention est bonne, il y a pas de souci, mais vraiment, la scène, elle est là parce que c'est Stallone. Il y a aucune autre raison. Sinon, il y a très peu de personnages à proprement parler. C'est-à-dire concrètement, il y a Stallone, le gamin, le méchant, et après t'as, on va dire, les sidekicks de chaque côté. C'est-à-dire que t'as la mère pour le gamin, et t'as la meuf pour le méchant. Mais concrètement, tout le reste, à part un gars dans les hommes de main du méchant parce que il a de mauvais rapports avec le gosse, vu que il s'embrouille tout le temps avec lui. Alors c'est marrant parce que ce gars, on dirait vraiment Lil Wayne, mais qui serait transformé en blanc. Mais vraiment. Je pensais à 6ix9ine aussi. Ouais, mais là, il y a un truc, même sur la forme de sa gueule. C'est vraiment, c'est saisissant. Et du coup, ça nous apprend que Lil Wayne en blanc, il serait hideux. Putain. Mais donc, il y a, attends, j'essaie de voir. Si après, il y a le journaliste bibliothécaire. Ah non, mais c'est anecdotique aussi. Mais en plus, l'acteur, c'est un acteur comique. C'est pareil, j'ai pas retenu son blaze, mais je pense que c'est l'un des 2 profs marrants de Spider-Man dans les 2 derniers. Oui, c'est possible, ouais. Barbu, lunettes. Oui, Martin Starr, je crois. Voilà, Martin Starr. Et ça, c'est pareil, tu vois, c'est un peu l'espèce de passage obligé où il faut que le gamin aille consulter des anciens documents. Donc, il faut un personnage qui est très blasé, qui est revenu tout, qui a enquêté pendant des années, qui est persuadé que non, je sais même plus le blast du super-héros. Samaritan. Samaritan, comme le titre, ouais. Donc, en gros, que Samaritan n'est pas décédé, qu'il est toujours là et qu'il peut revenir. Donc voilà, sa mythologie, à la limite, elle est bien mise en scène. C'est-à-dire la scène d'intro. Ça va. Mais bon, par contre, t'auras rien de plus, quoi. C'est le délire, le méchant a mis toute sa haine dans un marteau. Ok, enfin, c'est-à-dire qu'il l'a forgé, il était, je suis pas content. Ouais, dis, parce que au départ, tu dis, est-ce que c'est des mecs qui sont d'accord naturellement très forts, mais qui en plus maîtrisent une technologie ou je sais quoi? Non, pas vraiment, parce que Stallone, dans sa vie de tous les jours, il répare des réveils matins qu'il trouve dans des poubelles et il y arrive pas forcément tout le temps. Donc c'est pas, toi, c'est pas vraiment Rick Sanchez, tu vois. On n'est pas sur t'es plus dans la version pauvre de Géo trouve tout, tu vois. T'assembles des trucs, puis des fois ça marche, des fois non. Faut savoir que ce que dit Yerim, c'est vrai, hein, c'est vraiment l'occupation donc il s'appelle, en plus, il a un alias qui est aussi complètement lambda, c'est Joe Smith. Je veux dire, il y a pas plus, pas plus passe-partout. J'imagine que c'est fait exprès parce qu'il veut se fondre dans la masse, je sais pas. Mais c'est voilà, donc il est. Ça à tous les coups, c'est parce que quelqu'un, en termes de scénario, dire faudrait que ce soit John Smith parce que c'est vraiment, tu vois, le truc là. Il dit non, pas assez badass. Appelez-le Joe Smith. Tu vois, ça c'est la petite touche Stallone, tu vois, c'est le côté perfectionniste. Et donc Stallone qui sous ces airs de jeu du voisin c'est ton voisin de palier un peu bizarre parce qu'il fouille les poubelles parce qu'il fait des trucs chelous avec les poubelles et c'est ça en fait, c'est juste que et à un moment en fait il va croiser la roue du gamin parce que le gamin forcément criminalité oblige, il essaie de se faire de la thune parce qu'il est sympa avec sa maman qui veut payer l'appartement, le loyer que sa mère arrive pas et
et du coup donc il fait des embrouilles, à un moment ça se passe forcément mal, il est en train de se faire courser, de se faire taper, et c'est là que Samaritan entre en scène pour le sauver et ainsi de suite quoi. Donc ouais c'est vrai que oui, du coup il faut préciser quand même l'origine de la mythologie de Samaritan dans sa ville et dans ce film-là, c'est que donc il y avait d'abord un père ou non, des parents carrément, un père et une mère qui ont 2 fils. Ouais. Et leurs 2 fils sont des brutasses, des monstres de la nature en termes de force. Et en plus, ils ont un équipement. Bon, on t'en dit pas plus, ils ont des espèces d'armures. Ouais. Et ils terrorisent la ville. Les parents, en tout cas, les utilisent, ou il y a un truc comme ça. Non, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi ils se font brûler? Pourquoi ils se font brûler? Les parents, à un moment, la ville arrive et ils sont contre les parents. Non? Mais écoute, si tu veux, je peux la remettre en fond pour moi. Après, je t'avoue que pour moi, c'était juste qu'ils sont nés l'un avec la force. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est pour ça. Et ils s'en prennent à la famille. Oui, pardon. Oui. Les parents meurent. Et c'est là qu'ils. Et là, donc, les 2 fils qui restent, il y en a un qui dit non, mais c'est parce qu'ils avaient peur de nous. C'est un malentendu, ils nous comprennent pas et tout. L'autre prend la haine contre la ville tout entière. Et donc, le gentil devient donc Samaritan et le méchant devient Némésis. Voilà. Qui sont effectivement des noms d'une imagination folle. Il faut savoir que le gentil est habillé en bleu foncé et le méchant en rouge foncé. C'est ça. Voilà. Enfin, c'est comme si en français, limite, on disait, bon, bah voilà, il y en a un qui décide d'être gentil et il s'appelle gentil, et l'autre est devenu méchant et il s'appelle méchant. C'est quand même effectivement ce niveau, ce que Samaritain, c'est celui qui fait que des actes de bonté, si vous êtes de gentils chrétiens. Et donc, ouais, c'est ça, mais la séquence est pas mal, justement, tu disais. Ouais, c'est ce que je disais, c'est que, en fait, il y a c'est pas de l'animation pure, il y a un peu de, en fait, il filme ça, les trucs en stop motion un peu, ils font, non? Mais il donne un effet, mais moi j'ai l'impression qu'en fait qu'il filme, enfin au début c'est complètement un peu animation stop motion, puis la séquence de l'attaque justement et de l'affrontement entre ces 2 frères, en fait ils ont filmé, ils ont appliqué un gros filtre BD, on va dire, dessus pour faire un rendu en fait que ce serait de l'animation, mais tu vois que c'est des images qui sont trop derrière. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, c'est le côté un peu comic book qui est présent juste là, en fait, d'un point de vue ça graphique. reviendra pas, malheureusement. Ça revient pas, parce que ça aurait pu être un truc sympa pour mettre en scène même dans le générique de fin, d'ailleurs, ça revient pas. Bon, générique, oui, il y a même pas de générique. Ouais, c'est ça. C'est pas terrible. Et c'est aussi pour ça, au vu de la thématique aussi, même avec ce genre de séquence, qu'on en parle avec First Print, parce que c'est quand même, c'est un film qui peut parler forcément aux amateurs de super-héros dans leur ensemble. Il y a quelques emprunts. Ouais. Il y a quelques emprunts qu'on va détailler par la suite. Et oui, donc pour que vous sachiez le point de départ quand l'histoire commence, c'est qu'à un moment, fatalement, Samaritan et Némésis se sont affrontés. Némésis avait piégé la centrale de la ville, donc tout finit par exploser. Et donc depuis, la ville n'a plus de nouvelles ni de Samaritan ni de Némésis, parce que voilà, donc les 2 sont supposés évidemment morts. Mais il y a des doutes pour Samaritan parce qu'on a trouvé. Non, est-ce qu'on sait pourquoi ça? Est-ce qu'ils ont retrouvé un bout ils ont trouvé peut-être le casque de l'autre ou je sais pas quoi. Ouais, oui, parce que c'est dans des pièces à conviction. Oui, voilà, on a trouvé tout le matos de Némésis ou presque. Donc son marteau magique, clairement, parce qu'il y a pas d'autre explication. C'est complètement un marteau magique. Son masque, et voilà. Et on n'a rien retrouvé de Samaritan. Voilà. C'est pour ça que du coup que les gens disent, en gros, Samaritan a tué son frère, mais n'a pas. Et c'est caché. Voilà, et donc la légende persiste pendant une vingtaine d'années, quand même. C'est-à-dire que pendant 20 ans, a priori, peut-être qu'il se passe des choses, parce que il y a quand même ce libraire journaliste qui a écrit un bouquin, et à un moment, t'as un passage, tu sais, où ils vont chez lui, t'as plein de trucs avec des fils rouges et tout ça. C'est que s'il a réussi à mettre autant de fils rouges avec des coupures de journaux, c'est qu'il s'est quand même passé des choses qui a priori laisse douter. C'est pour ça que c'est devenu un peu une légende. Et donc forcément, effectivement, le personnage qui est joué par Javon Walton est un gamin qui est fan de super-héros. On apprend plus tard dans le film, ça va, c'est un micro spoiler, que c'est parce que il estime que Samaritan a sauvé son père. Et voilà quoi. Mais oui, ça c'est vraiment la figure classique. Enfin, là dans le film, c'est vrai que ça fait très très Iron Man 3. Pour prendre un exemple pas trop vieux, mais en fait, tu vois, c'est Tim Drake dans ses premiers contacts avec Batman. En gros, c'est le fan, quoi, le fan qui veut devenir sidekick, consciemment ou non. C'est aussi Kate Bishop dans Hawkeye. Enfin, tu vois, c'est vraiment cette figure-là.
sans plus et sans moins, quoi. C'est juste ça. Ouais. Et donc après, il se passe quoi alors? Après, il se passe quoi? Ah oui, après, le gosse se fait enrôler plus ou moins bon gré mal gré par ce qui va devenir le méchant du film. Alors, j'ai pas son blaze. Cyrus, bah oui, évidemment, il s'appelle Cyrus, ce con. Donc voilà, Cyrus, qui n'est pas Cyrus, le virus des ailes de l'enfer, mais qui n'est pas non plus Cyrus North. En gros, Cyrus, c'est un mec, vu l'accent qu'on lui fait prendre, on va dire, d'une immigration d'Europe de l'Est, j'imagine que c'est ça qu'ils veulent, ou alors nordique de l'Europe. Ouais, vu sa coupe de cheveux. Après, il s'appelle Pilou Asbæk, l'acteur, donc... Oui, l'acteur, si vous voyez pas, c'est le roi des marins dans la dernière saison de Game of Thrones. C'est l'énorme bourrin qui finit tué par Jaime Lannister. Donc voilà, il était là, il était dans Overlord, en méchant nazi. Donc, ouais, il a quand même un éventail extrêmement large de rôles à son actif. Et donc, dans ce film, il fait le méchant. Et il n'est caractérisé que comme ça. Il a à la limite une micro-réplique où ils essaient c'est triste parce que même dans les trucs plagiés, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont des pièces rapportées que t'as déjà vu 15 000 fois. Ouais. Mais eux, ils arrivent en fait à être tellement génériques que ça te rappelle déjà la pire des versions que t'aies vues. Par exemple, là, son discours, pour expliquer au gosse pourquoi lui, il est team Nemesis et Samaritan, c'est pas un héros. C'est ce que Michael Keaton disait à Tom Holland dans Spider-Man Homecoming. Ouais. Sauf que c'est très impersonnel quand Cyrus il dit. C'est-à-dire, Cyrus il lui fait un truc en théorie, c'est ça. L'autre il est déjà en mode ouais, les gens comme toi ou moi. Non, Cyrus c'est juste un fan des méchants. C'est un gars. Ouais. Il se lève le matin, il regarde un poster du méchant de Robocop 2 et il se dit c'est pour ça que ma planque doit ressembler à la sienne. Il faut que ce soit une casse auto avec un entrepôt avec des très hauts plafonds et voilà, des bouts de ferraille partout et tout. Et effectivement, sa planque, ce n'est que ça. On sait pas ce qu'il fout de son pognon. Il vit juste dans une poubelle. C'est catastrophique. C'est juste un méchant du futur que t'as déjà vu dans des films des années 80. Et en gros, voilà, après, il a une gueule, hein, quand même, ce mec. Mais il a une espèce de regard ultra vénère. Enfin, tu vois, il est expressif. Moi, je trouve qu'il ressemble de ouf à Karl Urban, hein. Franchement, dans le regard, mais le Karl Urban mais quand il est grimé comme dans Thor Ragnarok. Ouais, parce qu'en fait, là, dès que t'as Billy Butcher en tête, tu fais non, pas Billy Butcher, mais ouais, c'est ça le OK. Ouais, oui, c'est dans ce style, ouais, c'est dans ce style. Ouais, peut-être même tu penses à son regard, enfin, à Riddick. Il est un peu dans ce délire-là. Oui, juste il a peut-être pas de barbe, mais tu sais, il a l'espèce de coupe viking chelou. Mais ouais, en gros, voilà, c'est ce truc-là. Et le plan du méchant, alors, ne sera jamais explicité dans le film. En gros, il veut blackouter toute la ville pour pouvoir permettre à la fois d'aller faire du pillage et de se faire de la thune. Ouais. Et en fait, il a quand même aussi une forme de, faut revenir aussi après, de propos un peu semi-révolutionnaires sur, je dirais à la limite les 1%, mais de dire que les gens sont en colère parce qu'ils sont pauvres. Et du coup, il faut casser la ville et mêler le chaos parce qu'au final, voilà, c'est le chaos, ça sert les opprimés, tu vois. Mais sauf que même dans d'autres films où t'as ça comme discours, en fait, le mec, c'est pas juste un grossiste de cam. Là, lui, c'est le principal de ses activités, c'est du racket, du vol et du deal. Donc en fait, il y a aucune cohérence dans le truc. C'est une grosse intrigue, mais à limiter aussi à un quartier, en fait, ou même à une rue. Alors oui, après voilà, ça, il faudra en parler aussi, mais disons que le budget du film ou sa mauvaise utilisation, je sais pas, se ressent sur le manque d'échelle, on va dire, d'envergure que t'as quand t'es censé dire wow, c'est toute une métropole qui est en. On en parle à la télé, donc. Ah oui, on en parle dans les JT en boucle limite et tout. Mais disons que non, lui, pour moi, il a déjà ce handicap-là, c'est que son plan, c'est je veux devenir un super méchant. Mais littéralement, c'est-à-dire que c'est un gars, il pète un commissariat et tu comprends que c'est l'opération la plus ambitieuse qu'il ait jamais fait avec son équipe. Alors, il y va. Moi, au début, je pensais que c'était pour prendre des armes et du fric et de la cam et tout. Mais en fait, non, c'est un truc très précis. Il veut prendre le marteau magique et il veut prendre... Non, mais c'est un putain de marteau magique. Et il veut prendre le masque de Nemesis. Ouais. Et donc, évidemment, c'est là aussi qu'on voit que c'est un marteau magique. C'est que ça, effectivement, quand il l'utilise,
il peut péter des murs, il peut envoyer valdinguer des voitures et tout. Et donc là, il se met aussi le masque. Et pour lui, il devient le nouveau Némésis. Et effectivement, il essaie d'exhorter la foule à se rebeller, à tout casser, etc. Donc là, si t'as bien suivi, il y a quand même tu vois, comme dans Ghostbusters, le côté de ne jamais croiser les rayons. Bon, là, t'en as 4 à la fois qui se croisent. C'est-à-dire que t'as une reprise de la scène de Bane dans Dark Knight Rises. Parce qu'évidemment, ce con, à ce stade, il a un veston qui est le même que celui de Bane. C'est vraiment le même. Il a le masque, évidemment. Et donc, il se met sur une voiture. Alors, Ben, c'était les marches de la mairie ou du Comico, mais c'est filmé pareil. Ouais. Le discours est le même, mais en nul. Alors que celui de Ben était déjà pas top. Mais en gros, là, c'est juste un gars qui dit, oh, Nemesis is back. Et c'est tout. Il y a rien d'autre. Et là, il a juste placé 3 hommes de main dans la foule de 20 personnes. Ouais. Qui leur distribue des masques de Nemesis, mais genre en plastique. Oh non, c'est des cagoules, c'est des cagoules qui sont grimées avec le masque par-dessus. Donc, c'est encore pire. Okay. Donc, ils font ça. Et là, ils font, faut tout casser. Et du coup, t'as 2-3 mecs impressionnables qui se mettent à éclater des rétroviseurs. À casser une vitrine, à faire des trucs, genre, ils volent des magnétoscopes. On sait pas vraiment. Et donc, il y a ça. Donc, ça, déjà, c'est plutôt, pardon, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, mais tu sais que même dans le discours, tu disais qu'il fait pas que, Nemesis is back, parce qu'il reprend vraiment la formulation de, il faut que les opprimés se soulèvent et il faut rendre la ville. Il dit vraiment, faut reprendre la ville. Il faut que les gens reprennent la ville. Il fait vraiment, let's give back the city to the people. Et vraiment, là, il prend pas une voix en faisant let's get back to the people comme ça. Il le fait pas comme ça, mais il prend quand même aussi une voix un petit peu différente où il fait oh let's give back machin, tu vois, avec une intonation du coup qui le rend un petit. Parce qu'il a la voix de Nemesis. C'est ça que t'es censé comprendre. Ouais, c'est ça. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un côté The Mask. Parce que si tu remarques bien, pendant toute la suite du film, quand il a plus le masque, il y a aucun moment où il parle comme ça. Ouais, c'est ça. Ça arrive que quand il a son putain de masque. C'est un masque à un amplificateur de voix où justement il est bloqué, donc il doit hurler. On sait bien que c'est faux. On sait bien que personne n'a réfléchi à ça. Donc non, t'as à côté le méchant de The Mask à la fin de The Mask. En gros, c'est ça. Ouais. T'as Bane. C'est plus ou moins le marteau de Thor à ce stade, parce que sauf que ça marche sur un méchant, mais en gros c'est ça. Parce que tout le monde n'arrive pas à l'utiliser apparemment, ou alors ça voudrait vraiment dire que t'as la ville qui a vraiment le taux de keuf le plus con du monde. C'est-à-dire que les mecs, ils ont une arme magique ou tout ce que tu veux, et ils se disent mets-le dans le casier 5, Maurice. Et le truc, vu qu'on t'explique, ça fait quand même des années que la bataille Némésis Samaritaine a eu lieu. Le truc, c'est resté dans une salle des archives d'un commissariat de quartier. Personne n'en a rien à foutre. Tu pourrais dire que le massacre du commissariat, c'est Terminator, mais en fait, c'est éludé. Donc, au pire, c'est juste Birds of Prey, quoi, tu vois, mais en nul. Non, il se passe rien. Je pense même pas que tu vois des keufs faire quoi que ce soit. Non, c'est une ville, de toute façon, on veut te faire croire, en fait, qu'il se passe des trucs de ouf. Mais en fait, tu vois pas de passants, tu vois pas quand il y a des boutiques. Oui, c'est vrai qu'il y a pas de, tu vois, quand il y a des boutiques qui se font péter, tu vois personne à l'intérieur qui essaie de protéger ou quoi que ce soit, il y a pas de flics. Il y a une fois, on voit des pompiers, sur la scène de fin, on y revient après, mais. Mais si t'as les flics ripoux, mais, genre ripoux plus, quoi, tu vois. Mais ça, pour le coup, c'est aussi totalement Robocop. C'est-à-dire que c'est une ville où le stade de criminalité est tellement haut. Oui, c'est ça. En fait, c'est eux qui gèrent la ville et sauf que ils ont même pas le temps, les idées ou l'argent pour te dire que même le trope d'avoir une société privée qui serait, tu vois, vraiment le truc qu'ils font tous, pas que dans Robocop ou quoi. Là, t'as même pas ça, hein. Là, c'est juste, t'as un troupeau de gens qui regardent la télé. Et des fois, t'as la rumeur d'un retour d'un super méchant et donc la ville panique. Des fois, t'as la rumeur d'un retour du super gentil, donc toute la ville fait « Ah non, en fait, c'est bon. » Et c'est tout. Mais parce que t'as quand même un moment où t'as l'impression que tout le monde doit se barrer de la ville. Et puis à la fin, t'as juste un reportage et puis tout le monde est là en train de dire « Ah ouais, c'est génial et tout, c'est la meilleure ville du monde. » il y a rien...
Ouais, il y a rien qui tient. Mais tu sais, t'as un plan quand même à un moment, un plan de ville comme ça où tu vois une église avec le logo, je sais plus si c'est de Nemesis ou du Samaritan, mais t'as marqué Jesus Live, machin. Et en dessous, t'as un logo d'un des deux. Donc ils ont quand même. Enfin, c'est vrai que c'est pas explicité jamais nulle part ailleurs, mais il y a quand même du coup des églises qui se sont. Non, mais c'est sûr que t'as des punks à chiens qui doivent vénérer Nemesis et Samaritan dans cette ville de merde. Mais je veux dire, en fait. À la limite, si c'est à ce stade, bah fais-moi rire autant que les horribles scènes de Robocop, tu vois, parce que là c'est juste, bah là t'as juste l'impression de voir Détroit pour de vrai en fait, c'est pas, t'as des blancs tatoués qui courent partout et puis des noirs qui se tirent dessus, mais c'est pas vraiment, genre ça fait pas rêver comme dystopie, tu vois, donc ça manque d'imaginaire. Ouais, j'essaie de voir Non, ils ont même pas de gadgets futuristes, ils ont rien. Non. Non, c'est vraiment juste le côté vraiment juste futur, no future en fait pour revenir sur le langage des punks à chiens quoi. C'est qu'il y a juste pas d'espoir, tout le monde est pauvre et tout le monde essaye. Mais c'est pareil, c'est que donc son plan après c'est parce qu'il fait son discours sur une bagnole dans une rue, dans une toute petite rue en plus, et t'as l'impression que ça a touché toute la ville puisqu'on en parle quand même aux infos. Sauf que de jour tout le monde vit quand même très normalement, je trouve, par rapport à une vie qui est censée dire que les gens ils sortent juste la nuit, ils mettent leur masque et ils y vont, et le matin c'était ça le quatrième truc, c'est la fin de Joker, ça par exemple, tu vois. Oui aussi, la fin de Joker, mais juste filmé par un mec qui a pas le temps. Il y aura pas de ralenti sur une foule entière, juste tu vas voir de dos très cut et très vite fait 15 gars en train de hurler, et après bam, gros plan sur le mec sur la bagnole, et bam, la scène elle est terminée, tu vois. Non, c'est ça, mais surtout que même là-dessus, d'un point de vue justification, pourquoi, enfin, Nemesis, c'était quelqu'un qui terrorisait a priori la ville. Ah oui, non, il est pas du tout ce côté. Donc, pourquoi d'un coup les gens diront, ouais, il a raison, Nemesis, faut tout casser. Tu dis, c'est pas très, ça n'a pas de sens. De dire un truc comme ça. Ouais. Bah non, t'as ça. Donc après, évidemment, du côté fusion qu'il fallait pas fusionner, bah t'as du incassable et du glace dans la trajectoire de Samaritan. Enfin, on va dire de Stallone, parce qu'on va venir au twist. On peut aller dans les spoilers, là, je pense qu'on a... tu peux le twister, mais après, on peut l'aborder après, parce que comme tu le sens, les gens sont passionnés, ils se disent, putain, ce film a l'air vraiment incroyable, j'espère que je vais le regarder quand même. Bah, c'est un gars tristouné qui se balade en sweat capuche, et puis il veut être discret, mais des fois, quand il y a trop d'injustice sur son chemin, bah, il peut pas s'empêcher de filer 2-3 patates à des vilains méchants. Et donc, c'est totalement, c'est Bruce Willis mais en fait, après, c'est pas de leur faute. C'est juste, je pense que c'est inconscient qui se disent, c'est stylé. Mais quand tu filmes Stallone vieillissant avec une capuche sous la pluie, avec une force surhumaine, et qui est un super-héros, enfin, qui a des pouvoirs de super-héros sur le retour, bah oui, en fait, tu refais du incassable sans tout ce qu'il y a autour, même si, tu peux ne pas aimer Incassable ou pas, c'est pas la question, mais c'est juste que là, t'as une version abrégée de tout. Et t'as même à côté The Dark Knight Returns, en vrai, sur le héros un peu à la retraite, mais qui suit quand même les choses, et justement qui peut... dans ce sens-là. En plus, moi, quand j'avais vu l'annonce du projet, le trailer, tout ça, je pensais vraiment que ça allait partir dans ce sens-là, tu vois, et pas que forcément que c'était le gamin qui allait motiver le fait qu'il reprenne du service. Et que vraiment, tu sais, il en aurait marre. Mais en même temps, ça aussi, c'est Dark Knight Returns. Même si c'est pas sa motivation, mais il y a la gamine. Oui, c'est vrai, Donc en vrai, et effectivement, elle est collante de ouf, elle est fan au dernier degré de Batman. Vrai, Donc en vrai, non, c'est vraiment une figure. Après, je pense pas que soit conscient, encore une fois. Mais ça m'arrête là, le film qui a inspiré The Dark Knight. Franchement, je pense que tu pourrais faire inspirer d'eux et mettre facile 20 films. Ouais, 15 trucs, ouais. Voilà. Même pas, tu vois, sans remonter jusqu'au comics. Et même en jouant le handicap, tu utilises pas de film d'animation, tu peux quand même tirer 20 films de ce film, et même des fois de manière très inattendue, mais qui gâche quand même une scène, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, quand ils chopent le seul flic ripou qui a l'air de leur tenir tête en disant ouais, mais là c'est une centrale, genre limite c'est nucléaire, c'est chose que vous faites et tout machin. Et donc, ils doivent l'impressionner pour le forcer à coopérer avec eux ou à se barrer. Ouais. Donc, ils sortent le lance-flamme, chalumeau et tout. Ils s'arrêtent au dernier moment parce que le mec supplie, dit non, mais c'est bon, j'ai compris, je vous balancerai pas, je me casse de la ville dans la seconde si vous me laissez partir et tout. Ok. Et là, donc, le mec part.
et le méchant lui tire dans le dos. Et là, il se retourne, et là, il y a, pareil, un triple plagiat, probablement involontaire, c'est ça le pire. C'est qu'il dit, ouais, il faut toujours leur donner de l'espoir, leur laisser de l'espoir. Donc là, du coup, c'est Bane dans le puits. C'est pire parce que t'as de l'espoir et tout. Le truc de tirer dans le dos, c'est Andy Serkis dans Black Panther. Et surtout, avant ces deux-là qui sont pas des répliques ouf en vrai, c'est, je crois que c'est le film Les Veuves ou je sais pas quoi. Le truc où c'est Daniel Kaluuya qui fait ça à un mec. Genre ils sont sur un terrain de basket, enfin pas un terrain parce que c'est pas en extérieur, mais ils sont sur un truc de basket. Et d'abord il fait rapper un mec et il le tue, et ensuite il dit à l'autre, toi barre-toi. Et pareil, il le tue pareil, mais la scène est 100 fois mieux filmée. C'est un plan séquence qui tourne, enfin la caméra tourne autour des protagonistes et tout. Là c'est juste un méchant qui dit regardez, je suis tellement méchant, je lui ai laissé croire que je l'épargnais, mais en fait non. Vous savez pourquoi? Parce que je suis méchant. Oh là là. Et le pire, c'est qu'en plus, vu qu'en vrai, pas être trop méchant avec cet acteur parce que je pense qu'il pourrait jouer autre chose, les moments qu'il a avant de basculer en full super méchant, qui a voilà le plan de super méchant, le truc. Alors toi, c'est quoi ton plan, Cyrus? Un plan de super méchant. Cette ville a une centrale et je veux la faire péter. Et tu sais, on le fait, mais pourquoi? Parce que vraiment, c'est une question qui se pose. Tu vas faire quoi, en fait? Une fois que la ville sera plongée dans le noir. Il va et parce que le mec, il a pas d'après. Parce que quand le gamin, il lui dit ça, il lui répond par un proverbe. Il dit, parce que avant de reconstruire, il faut détruire. Tu sais, tu fais, mais ça marche quand le connard du 5e élément, il le dit, parce qu'il est multimilliardaire. Toi, t'es une merde. Tu vas faire quoi? Tu vas exploser. Enfin, donc bref, t'as ça. Mais avant ça, ces échanges avec le gamin, ils sont plutôt bien. Quand justement, il est normal. Ouais. Et qu'il a aussi, tu sens une espèce de velléité de j'aurai jamais de gosse avec ma meuf parce que on est un couple de déglingos, on est un peu foufou. Bah en gros, il y a une espèce de truc de mentor, tu vois. Alors de mentor super malsain, c'est très Marlo et Michael dans la saison 5 de The Wire pour ceux qui voient. Mais en gros, t'as un truc où ils ont des, bon, sauf que lui il parle quand même. Cyrus parle et donc ils ont des échanges qui sont pas dégueux, même quand il lui explique pourquoi il kiffe Nemesis plutôt que Samaritan. Il a quand même un côté je veux te convaincre en fait, parce que même quand il trouve le cahier et qu'il fait t'es fan de Samaritan et tout, il a ce truc en mode ouais, c'est normal, t'es petit et tu crois que mais en fait moi je connais la vraie vie, nanana. Pareil quand bon la meuf elle est sous-traitée comme personnage, donc ça sert pas à grand chose, mais elle du coup sert à enrichir le perso de Cyrus quand elle explique comment ils se sont rencontrés, qu'en fait il l'a recueilli et tout machin. Alors après pareil, ça fait très Bane et Talia. Et t'as aussi le même différentiel d'âge qui est un peu chelou aussi, parce que du coup c'est vraiment devenu sa meuf et tout. Et après, parce que c'est chelou en plus qu'ils sont pas youtubeurs quoi. Et donc après t'as le fait que ils ont le côté famille dysfonctionnelle. Alors ça par contre ça ne se voit pas. C'est-à-dire que c'est juste lui et la meuf qui expliquent à tour que vu qu'ils sont rejetés et marginaux, en fait c'est ça, genre leur bande, leur gang, en vrai c'est leur famille et tout. Et ça en fait heureusement qu'ils le disent, parce qu'il y a aucun moment où ça va se remarquer. Les relations qu'ils ont, c'est juste homme de main, boss, homme de main, sidekick meuf. Il y a rien vraiment, il y a pas de solidarité, il y a que dalle. Juste, voilà. il fallait que le perso dise ça à un moment parce que c'était dans le cahier des charges, qu'on va dire. Mais c'est vrai quoi, ils ont certains échanges où pareil, il le prend un peu sous son aile. Il a cette espèce de distance où il réalise qu'en fait, ok, il est tout petit, il est gringalé, tout ce que tu veux. Mais il est plus malin que par exemple l'homme de main, le Lil Wayne blanc, qui est juste un demeuré, il est plus brave aussi. Reza il s'appelle en plus. Reza, putain. Il écrive comment? R-E-Z-A. Ah ouais, parce que si ça avait été R-Z-A, ça aurait été vraiment, ça aurait été le mec du Wu-Tang. Enfin, je veux dire un homonyme quoi. D'accord. Mais ouais, tu sens que lui il aurait fallu creuser ça plus que le côté le nouveau Nemesis quoi, parce que
même dans le combat final, enfin, tu vois, il y a pas d'enjeu, leur dialogue. Je veux dire, de toute façon, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas. Donc, je veux dire, le perso de Stallone et Cyrus, il y a rien qui les lie, tu vois. Enfin, non. C'est-à-dire, c'est deux gars qui auraient jamais dû se parler ni se rencontrer. Aucun n'a de rancœur personnelle par rapport à l'autre. Ouais. Vraiment, ils ne se connaissent pas. C'est-à-dire, les gars, en fait, pourraient limite interrompre leur baston final et juste, attends 2 secondes, en fait, qu'est-ce qu'on fout ici? Genre, t'es qui? Qu'est-ce que tu me veux, vraiment? Mais après, quand même, t'as Cyrus qui s'en est pris au gamin, qui s'en prend à sa mère. Ouais, tout voilà, ça, donc t'as voilà. ça, et puis voilà. Après, il veut accessoirement, il veut faire péter la ville aussi, donc. Oui, mais le côté je veux me faire oublier. Ah oui, c'était ça. Je sais plus à combien on en est, mais on va dire le 10e emprunt. C'est Holman Logan. Hein. Ouais. Holman est pareil avec la gamine qui est insupportable. Bon ben, et pareil avec le mec qui dit mais moi, vas-y, laissez-moi. J'ai juste un métier tranquille. Je veux qu'on me laisse et tout machin. Et qui quitte la ville parce que c'est ça qui vient de m'y faire penser, c'est que de base le master plan de Samaritan quand il apprend aux infos que le nouveau Némésis veut paralyser la ville, c'est ouais, bah, je vais me barrer en train. Hein. Tu le vois juste tranquillement posé à la gare. Et le truc qui le fait revenir, c'est même pas la possibilité que le gamin soit du coup en danger, alors même que, vu qu'il a fait ses bagages, il sait pertinemment que Cyrus, il est quand même dans le secteur et qu'il est après eux. Non, lui, c'est parce qu'à un moment, il a pris la montre du gosse. C'est la montre du gosse qui est donc le dernier souvenir que lui a laissé son père. Donc ça, c'est un emprunt à quoi? Ça, c'est 6e sens. C'est le petit con de 6e sens. Bah, t'as la montre, je dirais, la montre dans Watchmen aussi, la montre d'Adrian, en fait. Ouais, pas d'Adrian, C'est vrai, t'as ça. Mais c'est mieux 6e sens parce que c'est un gosse de merde. Et là, c'est pareil. C'est vraiment, la montre, elle est cassée et tout, machin. Donc l'autre, il lui répare sa montre à la con. Et c'est juste parce que sa montre a un réveil. Et que le réveil sonne, donc ça veut dire que si le réveil sonne, l'heure a tourné, donc la montre est réparée. Et là, il se dit, je vais louper mon train et je vais lui rapporter sa montre. Voilà. Et c'est comme ça qu'il découvre que le gosse a été enlevé. Alors, ce qui est génial, c'est que s'il n'y avait pas l'existence de cette montre, sachant que Cyrus avait donc, il a retourné l'appart, il a soulevé le gosse, il a fait tabasser la mère et il a laissé un mot pour Samaritan. Donc, en gros, si Stallone revient pas, juste à la mère qui va aller toute seule à l'entrepôt en disant ouais, je suis désolé, j'ai aucun moyen de le contacter. Et c'est tout. Enfin voilà. Non, après, il va se prendre une balle dans la tête, le gosse aussi. La centrale va exploser. Et puis ce sera la fin du film. Puis en plus, ce qui est génial, c'est que Stallone, il sera dans son train en train de se dire j'ai fait le bon choix. Franchement, je les mettais trop en danger à essayer de les sauver tout le temps. Donc voilà, c'est ça le film. Ah ouais, après. Non, attends, c'est pas tout ça le film. On a même pas parlé du twist. Ah bah je te laisse pour le twist. Non, bah attends, parce que du coup c'est vrai qui revient, mais attends. Parce que je me trompe pas dans le déroulé du film, c'est ça. Donc quand il revient, on en est à la centrale justement quand il arrive dans la centrale. Ouais, c'est ça. Bah, sachant qu'entre temps, il se passe pas grand chose. Bah, le film est court, hein, c'est 1h40. Donc c'est entre temps, t'as une moitié où le gamin est plus ou moins sous l'aile du méchant et il commet divers délits. Mais quand je dis divers, c'est genre 1,5. Et il s'embrouille avec le mec à dread. Il y a même pas de scène d'exaction du méchant. Concrètement, il se pointe dans la rue une fois. C'est tout. Après, il fait une deuxième action. Et ça s'arrête là. Il y a absolument rien d'autre. T'as eu le passage aussi où tu découvres vraiment, enfin, où le gamin découvre vraiment que ces théories sont vraies, puisque t'as justement les potes de Reza qui veulent sécher Samaritan. Avec la voiture. Avec la voiture. Et où t'as quand même ce passage très bizarre. Enfin, pas très bizarre parce que mais c'est bizarre qu'ils se disent pas, c'est quand même Sylvester Stallone. Ouais, parce que tout dans le film te dit, oui, mais ça marchera pas. Parce que c'est Sylvester Stallone, en fait. C'est pas possible ce que vous faites. C'est comme quand t'as Van Damme dans un film et qu'il il est pas censé avoir de compétences, tu vois. Je fais oui, mais en fait, c'est Van Damme. Il va forcément faire un high kick à un moment. Tu vois, Stallone, c'est pareil. Tu lui roules dessus en voiture, il va grogner, il va faire, ça fait super mal. Ouais. Il va se relever en mode, cette journée démarre pas bien. Ouais. Et puis après, il va rentrer chez lui. Et après, il va faire, une radio cassée. Voilà, je vais réparer une radio, voilà. Et mais t'as ce truc, tu sais, parce que c'est utilisé pour la fin forcément, c'est juste un fusil de Chekhov parmi d'autres.
sur le fait qu'il a besoin en fait de se refroidir avec de l'eau. Sinon son cœur s'arrête de battre. Oui. Et après t'as cette scène un peu bizarre quand même où il est dans son appart à manger un pot de glace et il dit ouais, je dois manger de la glace pour refroidir mon corps. Pour refroidir mon corps et pour pas faire une attaque cardiaque. Et au début, il dit quand même au gamin, le gamin dit je peux avoir de la glace, et lui dit non. Il lui dit non, c'est pour mon cœur et tout, t'as pas passé. Et je sais pas, et je me suis vraiment demandé si à un moment, enfin, on aurait pu aller dans le combat final quand il utilise, il pète une section d'eau pour le réchauffer, pour le refroidir. À lui dire, t'imagines, il serait allé chercher un pot de glace. Genre, enduis-moi de glace, fiston. Non, mais genre, il est à terre dans le truc qui brûle et il lui fait juste, tiens, prends une cuillère. Oui, d'accord, ok. Il aurait pu le faire. Ça aurait pu faire un excellent placement de produit. Ça, c'est vrai. Ça, pour le coup. Ce qui, effectivement. Et donc il dans l'entrepôt, donc ça se bastonne, il arrive pour les sauver, tout ça. Et puis forcément, le feu est foutu, bon gré mal gré, et on se retrouve dans la situation, de film catastrophe avec le bâtiment qui s'effondre. C'est là qu'on voit d'ailleurs que il y a pas beaucoup de budget, ou alors il est très mal utilisé, parce que toutes les situations où t'as un décor qui est en entier en flammes, c'est très très moche. Les flammes sont vraiment, parce qu'à la limite dans l'intro tu peux dire c'est fait exprès parce que ça suit une animatique en vrai. À la fin il y a rien qui justifie que ce soit comme ça, quoi. Non, mais parce que comme de toute façon c'est comme dans tout le film, tu vois, c'est que en fait il y a ce manque d'échelle, et que toutes les intrigues que tu crois qui devraient être super importantes, au final effectivement le décor, vraiment le décor, il y a quoi, il y a leur immeuble, il y a l'intérieur de l'entrepôt de Cyrus. Deux rues, la rue principale de toute façon avec le square un peu, donc cette rue là et peut-être une seconde, le truc qui leur sert de ruelle, qui peut être une ruelle perpendiculaire aux deux rues qu'on connaît, et la boutique du journaliste / libraire, tu vois. Mais donc c'est vraiment très très petit, mais c'est vraiment en fait c'est très petit budget, limite ça se ressent aussi que, et c'est ce qu'on disait un petit peu avant d'enregistrer ce podcast, qu'en fait une partie des films produits par les plateformes de streaming, c'est les nouveaux DTV en fait, tout simplement. C'est les trucs qui effectivement le direct to vidéo c'est parce que ça ne sortait pas au cinéma, mais là parfois il y a des films où il y a justement des castings, parce que Sylvester Stallone c'est quand même pas n'importe qui, et tu dis qu'un film comme ça, même vu, et je me demande si en 2019 les ambitions c'était pas de le faire au cinéma, et que après crise allant, rachat de MGM par Amazon, et aussi peut-être vu la gueule du truc, ils se sont dit non, on va pas le sortir au cinéma parce que c'est trop moche pour ça, et on va le faire du coup en film. Et c'est vraiment du nouveau téléfilm d'action en fait, qui profite maintenant d'avoir en fait des gros stars qui sont encore disponibles, et parce que les canaux de production se sont démultipliés avec les plateformes de streaming qui sont elles un peu obligées en fait de produire des contenus pour alimenter leur flux, la pipeline. Et donc c'est comme ça qu'on en aboutit à ce genre de produits pas ouf sur les effets spéciaux, quoi. Je trouve que les bastons ça va encore, tu vois, la façon dont parce que Julius Avery c'est pas non plus un mec qui a fait énormément de choses. Avant il a fait un film nul à chier qui s'appelle Overlord, un truc de vraiment qui est Wolfenstein. C'est les nazis zombies. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment le Wolfenstein. Alors c'est peut-être aussi parce que c'était dirigé vers le cinéma dès le départ, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a quand même des belles séquences dans Overlord. Je veux dire, par rapport à ça, il y a pas photo, quoi. Après je t'avoue que moi le film avait tellement juste pété la tête sur son écriture qui est nulle. En gros, si tu te rappelles juste à peu près de la scène d'intro, d'ouverture, si on peut dire, c'était un bombardement et eux qui tombent. Ça, franchement, je trouvais que c'était pas dégueu, tu vois. Ouais. Mais après, le film est pas moche dans son ensemble, même dans sa râle, t'as l'idée de la séquence d'ouverture qui est pas mal. C'est ça, ouais. Et après, c'est pas que c'est particulièrement mal filmé, c'est juste que c'est filmé de façon très standard et qu'il y a pas de surprise. Non, après, je pense que là, il y a aussi une économie. On va dire un modèle de prod qui sont genre les films de Stallone, ça veut rien dire parce que là, c'est pas lui qui réalise, par exemple, et tout, mais c'est-à-dire ce genre de film, tu vois, pareil, quand lui réalisait, je sais pas, peut-être de 2014 ou je sais pas quoi, il avait sorti un truc qui s'appelait Homefront avec Jason Statham. Ouais. C'est typiquement un film qui aurait pu sortir aujourd'hui sur une plateforme, tu vois. Ouais, ça demande pas beaucoup. Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire que
c'est pas des trucs qui sont super ambitieux, c'est pas des trucs qui sont pensés pour quoi qu'il arrive. Et quand en plus Stallone n'est pas derrière mais devant la caméra, je pense que t'as juste ce truc de ouais, c'est un truc pour faire plaisir aux gens qui trouvent Stallone sympathique et qui se disent c'est une Stallonerie de plus, tu vois, c'est un truc où il prend sous son aile un petit gosse un peu perdu. À la fin du film, le gosse a appris une leçon de vie. Stallone assume le côté vieillissant, genre voilà, c'est que du passage de flambeau, c'est que de la transmission. Et il y a 2-3 passages où il casse des gueules. Voilà, je pense qu'il y a pas d'autres trucs derrière ce film. Et vu que oui, maintenant l'un des modèles prédominants, c'est le film de super-héros. Ouais. Effectivement, au lieu que ce soit un mercenaire, un keuf, un soldat ou un ce que tu veux sur le retour, c'est un super-héros sur le retour. Donc voilà, pour moi c'est ça ce film, c'est pas là où ça devient marrant, c'est qu'effectivement ce manque d'ambition, il dégouline et il contamine absolument tout ce qu'il y a en dessous. Donc après tu tombes sur comment on fait quand on veut filmer tel truc. Faisons comme tel autre film qui était déjà pas ouf d'il y a 2 ans ou d'il y a 4 ans ou d'il y a 8 ans, etc. Donc oui, effectivement, quand après tu fais un patchwork et effectivement t'arrives à la fin de ton film de 1h40 et le film tient. C'est juste qu'il y a rien de, tu vas rien apprendre, marquant, rien de voilà. Donc à moins que tu sois vraiment fan de Pile Westbeck ou de Stallone, tu vas pas aller le regarder. Mais justement, donc dans cette baston finale, ça t'apprend que le gamin, l'acteur peut jouer des gamins sympathiques. Parce que clairement, si tu le vois que dans Euphoria, tu peux te poser des questions. Là, tu dis oui, d'accord. Il peut sourire, il peut être normal, en fait. Ouais, mais je le trouve, alors je sais pas si c'est sur l'écriture ou si c'est quand même sur son jeu, mais moi je le trouve assez insupportable quand même. Ouais, mais comme tous les gamins qu'on a évoqués sur les comparaisons, en fait, mais même leur statut fait qu'ils sont insupportables, en vrai. Ouais, mais dans son jeu aussi, en fait, tu vois, c'était au-delà même du personnage, dans parfois sa façon de sourire alors que la situation ne devrait pas être marrante ou quoi que ce soit, ou dans cette forme de d'émerveillement à tout bout de champ et parfois toi, t'as pas dû aimer Rose dans Star Wars. C'est ça. C'est un personnage de fan, quoi. Ouais, mais peut-être que j'aime pas les enfants, en fait, aussi, c'est pour ça, mais et les asiatiques, du coup. Ça, c'est une autre question. Tu me mets dans la merde, en plus, quand j'ai pas de répartie, moi, je peux pas lutter contre ça. Arrête tes conneries. Et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que il jongle aussi parfois sur, d'un côté, il est censé savoir beaucoup de choses parce qu'il est débrouillard, et puis parfois, il a des dialogues avec Stallone où qui lui dit, est-ce que tu sais que c'est ça? Il fait, non, j'ai que 13 ans, donc je peux pas savoir. Et parfois, il a une façon, d'un coup, d'être ultra ingénu, voire innocent, alors que l'instant d'après, on essaie de te faire croire qu'en fait, il est vachement plus malin que son âge. Et ça marche pas. Je trouve que le gamin se tient pas, ou alors il a 2 personnalités, je sais pas, mais c'est, tu vois, parce que pour moi, il est con tout le temps. Tant mieux. Il est, je veux dire, il est débrouillard sur, il peut ramener de l'argent à sa mère, comme il est pas non plus, Non, c'est pas le couteau plus affûté du tir. Voilà. C'est-à-dire, si t'as un combat vraiment où je veux dire, moi, je serais très curieux de voir ce gamin dans un combat où la mort serait la seule issue contre, par exemple, le gamin zombie du film Rec. Je suis à peu près sûr que le gamin zombie du film Rec, s'il a la bonne mise en situation, par exemple, un faux plafond, à tous les coups, là, notre pote, il a aucune chance. Peut-être il peut faire une blague à un moment, tu vois. Je veux dire, il va pas. Il est un peu bêta, quoi. Déjà, moi, les gamins des films qui sont en manque de père et qui se trimballent avec une montre cassée, j'ai déjà un problème avec ça. Enfin, je me dis, à un moment, tu sais, c'est le moment où soit la mère, soit quelqu'un aurait dû lui dire, voilà, bon, c'est mignon, tu vois, dans un premier temps. Dans un second temps, soit tu te la fais réparer, après tu te dis, ok, peut-être t'as pas l'argent pour te la faire réparer. Bon, je sais pas, tu t'en fais un médaillon, tu te démerdes, mais tu t'imbales pas comme un attardé avec une montre qui marche pas, avec le cadran pété ou je sais pas quoi. Parce que ce mec-là,
on sait qu'il sera jamais Doctor Strange, tu vois. Sa monde de merde, elle va pas ouvrir un truc. Bah non, c'est après, mais c'est l'héritage familial, c'est important. C'était déjà de la merde en Doctor Strange en plus ce passage. Oui, mais tu vois, c'est quand même un attachement familial. Tu peux pas lui reprocher d'être triste d'avoir perdu. L'attachement familial, ça a l'air d'être des dettes à la banque. Hein, parce que, putain, quand tu vois genre le comportement, même sa mère. Bon, oui, en même temps, sa mère n'existe pas dans le film. C'est super triste. C'est genre, c'est vraiment la mère courage au point où je crois qu'elle est presque tout le temps en uniforme d'infirmière, sauf à la fin quand elle est surprise par l'équipe de Cyrus, quoi. Sinon, c'est salut, je suis l'infirmière de nuit, je suis surmenée, je suis pauvre. Voilà, ça s'arrêtera là. Hein, non, c'est un peu triste parce que c'est Dasha Polanco qui la joue. Bah, dans Orange is the New Black, elle a tenu, c'était le rôle de je l'ai plus, comment elle s'appelait, Diana Diaz, qui apparaissait peut-être dès la première saison d'ailleurs, je crois. Je sais plus. Je pas jamais regardé cette merde. Non. Cette merde, non, franchement, c'était bien. Hein. Bah ouais, mais j'ai vu Oz en fait. Mais justement, si t'as aimé Oz, c'est une autre forme. C'est pas aussi radical que Oz et ça pourra jamais l'être, mais je trouve que ça. Mais en fait, si je veux fusionner Oz et Desperate Housewives, bah déjà non, tu vois, j'ai pas envie de voir une fusion. Mais même si je voulais voir ça. Ah, t'es dur quand même. Moi, ça aurait été. Il y avait une série de merde déjà sur des prisons. Une prison de femmes s'appelait. Je crois que ça s'appelait juste Bad Girls et c'était une série britannique et c'était déjà Walt Disney et c'était en parallèle de Oz. Et c'était Walt Disney de fou par rapport à Oz. Ouais, mais c'est bon. Mais... Genre, t'avais des intrigues romantiques et tout, machin, c'était n'importe quoi. Mais bref, tout ça pour dire que non, j'ai jamais été à Orange is the New Black. Mais j'avais interviewé l'actrice principale qui était sympa. Ouais, mais elle était quand même bien dedans, même si pour toi, du coup, c'est pas une bonne série. Mais surtout, ça me fait juste plaisir parce que je l'ai capté, en faisant les recherches, c'est qu'en fait, elle a doublé, le personnage de Luna dans la version anglaise de Mutafukaz. Donc pour ceux qui nous écoutent du Label 119, c'est vrai que le casting VO de Mutafukaz, en fait, il est vraiment ouf. Ils ont des bêtes de talent. Et du coup, elle était dedans. Donc quand même, voilà, c'est une bonne actrice, mais c'est vrai qu'on lui donne rien à faire. En fait. Là, rien. Parce que pareil, il y a un moment, je croyais qu'il y aurait une discussion réellement filmée entre son personnage et celui de Stallone. Ouais. Oui, en fait, non, ils ellipsent le truc, ils s'en battent les couilles. Alors que franchement, c'est le seul truc qui aurait étoffé ce personnage, parce que là en fait tu vois, quand je dis salut, je suis une infirmière, je suis pauvre, je suis surmenée, j'ai pas le temps de bien gérer mon gosse et tout, ça c'est un truc que le film te montre, mais en fait tu vois jamais tu la vois jamais travailler. Non, mais déjà oui, t'as la limitation de décor qui fait que c'est un personnage qui vient et qui sort et ça s'arrête là. Mais non, mais c'est surtout que tu vois pas sa lutte au quotidien. Personne s'intéresse à ce personnage en vrai. C'est ça, parce qu'ils essaient au final, tu vois, de dire quand même des choses avec un pseudo propos social sur la pauvreté, la misère et tout ça. Mais sauf qu'ils en donnent jamais les moyens en fait. Mais pareil, le perso de Stallone, même s'il est solitaire, il y a une seule scène où tu captes qu'il a son passe-temps pour réparer les merdes, mais en fait de base il est éboueur en fait. En vrai, il est éboueur. Mais c'est pareil, je crois que t'as une mini séquence, non même pas une séquence, un plan où il s'adresse à son collègue et c'est tout, et c'est juste son collègue qui fait t'as trouvé un truc intéressant, ouais, non, si, peut-être, point, voilà, c'est tout. Mais c'est c'est des personnages, ils sont ancrés nulle part. Ouais, parce que sauf le gamin un petit peu. Mais c'est pareil, le gamin, tu pourrais le voir une fois au bahut. Non, tu le vois juste y aller et en revenir et traîner après. C'est vraiment parce qu'il faut qu'il reste dans les deux rues. Ouais, ça, c'est vraiment, franchement, c'est un pâté de maison, le décor du film. Ouais. c'est un truc de fou. Et ça. Et donc, parce qu'on a beaucoup divergé, mais on est toujours on est dans le combat final. Et à un moment, il y a vraiment une forme de reproduction, en fait, avec la scène d'intro, justement, qui montrait la mort de Nemesis et de l'affrontement. Et en fait, on est vraiment dans la même situation. C'est en flamme, il y a le trou qui s'affaisse. Et à un moment, cette phrase était marrante. C'est en flamme, il y a le trou qui s'affaisse. Ok, pourquoi?
Ouais, tu regardes pas assez de porno, c'est pas grave. Pardon. Et donc à un moment, t'as vraiment à ce moment-là en fait où Pilou Asbeck, enfin Cyrus décide vraiment d'appeler Stallone good guy en permanence, en lui disant t'es les good guys, t'es les good guys, regarde ce qui t'arrive, t'as monté nul espèce de good guy. Et donc à un moment, justement t'as le feu, sa fesse il est au point de tomber. Et là t'as justement Stallone qui dit ouais, tu dis que je suis le good guy. Mais je suis pas le good guy, je suis le bad guy. Et là, avec un petit flashback, tu t'aperçois que en fait, lors de leur précédent affrontement entre Nemesis et Samaritan, en fait, Stallone c'était Nemesis. En fait, il a vu son frère. Après, tu t'en aperçois si t'es un enfant de 10 ans qui regarde le film. Oui. Comme Mais toi, attends, alors par contre, vraiment, parce que tu le sens venir gros comme une maison à partir de, moi je trouve qu'à partir de cette séquence où vraiment ils insistent de ouf avec les flashbacks et tout ça, mais toi t'avais capté déjà depuis en fait, avant, tu captes à partir de quand que c'est Nemesis? Alors moi c'est vraiment le moment où le gosse lui dit genre t'es censé être le héros, le super héros, machin, et que ça le vénère et genre il broie une tasse ou un couvert en métal, ou alors il pète un truc avec son poing, je sais plus. Oui, dans la porte là. Et là après, soit juste avant, soit juste après, t'avais eu genre il dormait, il faisait des cauchemars où il avait le flashback de leur affrontement final. Et quant à ça, je me suis dit mais en fait c'est lui Nemesis et c'est le gentil qui est mort en fait. Voilà, c'est parti de là en vrai. C'était et en plus, je me suis dit en même temps, ils ont quoi comme autre carte à jouer concrètement. Tu peux pas faire revenir leur daron, ils ont rien détaillé sur leur équipement, leur truc. Alors, sauf que, si t'as un Deus Ex Machina en fin de film, c'est qu'il a gardé son putain de véhicule de super méchant ou de super héros, je sais pas. Parce que quand il déboule, en fait, il a une espèce de camtar bélier. Ouais, mais bon, qui était quelque part. Ouais, caché. Ou alors il l'a reconstruit, mais on n'a pas vu le montage. le montage. En fait, c'est ça qu'il reconstruisait depuis le début du film. Tu sais, il prend un transistor ici, un couvercle de poubelle là, et après le mec qui arrive, il a la Batmobile, tu vois. Bon, évidemment, ce qui est génial, c'est que ça sert juste à entrer, ça n'a pas d'autre fonction. Il défonce la porte de l'entrepôt. Ouais. Après, il vrille, ça part sur le côté, il s'arrête. Je sais même plus si ça explose ou pas, et puis après il se retrouve à se taper contre tout le monde. C'est ça, il n'y a pas vraiment d'autres. C'était clairement pour flex. Hein. C'était pour dire j'ai retrouvé ma Samaritan mobile. on a ma Nemesis car ou je sais pas quoi. Mais non, c'était vraiment pas terrible. De toute façon, elle est filmée de nuit, donc oui. Tu sens que c'est le véhicule de la prod. Ils sont foutus des bouts de métal par-dessus. Ils ont fait aller, c'est bon. Et même leur affrontement final, d'ailleurs, c'est ça. Hein, c'est le méchant qui tient en otage le gamin. Ouais. Et vu que le gamin est en otage, le héros doit retenir ses coups contre le méchant. Voilà. Y a pas d'autre truc. Si t'as jamais vu Gladiator, ça doit être impressionnant, j'imagine. Sinon, c'est pas très intéressant. Mais non, mais en plus, moi, je trouve que maintenant, faut revenir sur ce twist quand même, parce que je trouve qu'il y a plein de choses qui collent pas non plus, en fait, dans ce qu'on dit. Parce que c'est Nemesis, c'est quand même quelqu'un, donc du coup, qui déteste la ville, il déteste les humains, il déteste tout le monde. Qui a décidé, ou alors, mais il y a eu un échange de regards quand son frère tombe dans les flammes et qu'il arrive pas à le sauver. Ouais. Et là, tu dis, du coup, il jette le masque, il enlève le sien, et c'est là qu'il devient gentil. Sauf que pour lui, devenir gentil, ça consiste à prendre un taf de merde, ne sauver plus personne, ne plus jamais utiliser ses pouvoirs, même pour faire le bien, et réparer des trucs en métal. Voilà. c'est une vocation. Alors après, tu peux toujours te dire, c'est mieux que quand il était méchant, mais mais c'est ça. Par contre, ça s'arrête là. Il y a pas de, la barre reste très très basse. Il y a pas d'autre truc. Ouais, et puis et à l'inverse, t'aurais pu utiliser ce prétexte parce que c'est quand même un peu dans la formulation du twist et tout. T'aurais pu utiliser ça comme prétexte pour basculer encore un peu plus dans la violence où tu dis où maintenant en fait c'est bon, vous l'avez vénère, il a révélé il va défoncer tout le monde. Et genre mais moi j'aurais bien vu que plutôt que ce soit Cyrus, à la limite que ce soit Reza qui lui fâchait, tu sais, et qui lui dise tu t'arrêtes pas de m'appeler good guy mais je suis le bad guy, et que là il lui aurait genre arraché la tête, tu vois, un truc vraiment pour dire vraiment c'est un vrai méchant, parce qu'au final même de ce côté en fait c'était quand même moins Nemesis. Tu le ressens jamais dans ses actions et tu te dis pas en fait t'as Stallone qui se met à faire une grimace différente de celle qu'il a dans le reste du film, mais c'est tout parce il est pas spécialement après je les soupçonne de, je sais pas,
Ah ouais, non, vu que c'est Prime Video, mais peut-être que c'était censé sortir en salle et qu'ils voulaient pas un truc trop violent non plus. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a parce que c'est pareil, il y a des trucs où tu sens qu'en fait ils brisent des bras, des trucs. Ouais. Après, mais c'est filmé d'une manière où ça pourrait passer tout public, quoi, tu vois. Bah ouais, mais de toute façon ils auraient été R parce qu'ils disent shit et fuck trop de fois, donc ouais. Là-dessus, tu vois, ça, de toute façon c'était pas PG-13, donc. Bah alors ouais, c'est débile. Mais, du coup, c'est en même temps, c'est aussi des économies, hein, en vrai. J'imagine. Ouais, mais des économies. Bah, tu filmes des figurants en train de tomber par terre, quoi. Concrètement, c'est ça qui se passe. Dire, t'imagines, voilà, ils encerclent Stallone qui fait des moulinets avec un marteau magique. Après, voilà. Et après, voilà, et c'est une fin de tournage pour Manu. Donc, voilà, ben, t'as un gars qui a été payé pour faire un salto. Écoute, effectivement, si tu pars dans des plans un peu plus précis, ouais, déjà, je pense que ta scène, tu la tournes pas en 10 heures, tu la tournes en un jour, quoi, tu vois, en entier. Ouais. Mais, attends, j'essaie vraiment de voir, quand il y avait mais non, parce que même quand ils sont tous sur lui, c'est très brouillon, et puis il finit par taper les piliers, du coup tout s'effondre, donc c'est juste que là on dit peut-être il les a butés, tu vois, mais c'est une façon assez économe de le montrer sans il y a le truc de l'ascenseur. Et ils utilisent tous les tricks possibles, parce que le moment où ils rentrent dans l'ascenseur, après t'entends des bruits de choc, il sort, ils sont tous par terre, il y a du sang sur les murs, voilà. Ouais, donc c'est un technique de radin. Ouais, c'est ça. De mec qui a pas envie de montrer. Et donc l'affrontement se poursuit. C'est quand même que sur la fin, vu qu'ils s'en avaient pris au gosse et tout ça, à un moment de nouveau, t'as de nouveau ce faux climax où tu sais très bien que le gamin va réussir à se libérer pour empêcher le méchant de donner le coup de marteau magique qui va faire tomber Stallone dans les flammes. Et donc là, Stallone a réussi à plier le marteau en fait autour de Cyrus. Oui, et là, par contre, c'est là où tu pourrais dire que le gamin aurait pu faire un truc très cliché, c'est dire non, faut pas que tu le tues. Mais en plus, en vrai, j'ai l'impression qu'il manque de le faire, et que soit c'est un truc monté bizarrement, soit c'est très con. C'est que ouais, j'ai cru que c'était ça la morale, c'est qu'il allait l'épargner. Absolument pas. Non. Il le soulève comme une merde, il le rejette comme il a jeté son frère. Enfin non, comme son frère est tombé plutôt. Ouais. Vraiment dans le même cadre de décor et tout. Et tu dis d'accord, donc ok. C'est pas vraiment ça pour le coup c'est marrant, parce que t'as un côté ultra bourrin qui se rend pas compte que c'est contradictoire par rapport à l'arc narratif qu'il lui avait construit pendant tout le film, que là c'est en mode parce que le gars a toujours regretté de pas avoir pu sauver son frère dans cette même chute, donc symboliquement. Après, là, c'est pas là on l'a dit, c'est un mec qui connaît pas, c'est un random qui connaît pas, qui fait chier, voilà, et qui a une coupe affreuse et tout. Mais juste par rapport au gamin, tu vas dire voilà, surtout que le mec est attaché, hein, vraiment, il est attaché par du métal. Donc il est déjà plus ou moins pas en train de cramer, mais enfin vu que lui c'est un simple être humain, il est pas bien du tout, il suffoque. Et tu pouvais le laisser et dire voilà, la police s'occupera de... Non, le mec il le tège. Et en plus c'est la chute de Palpatine, enfin c'est une espèce de trou sans fond avec des flammes au bout. Donc non, c'est vrai qu'il y a ça. Et quelque part c'est raccord avec le fait qu'on te dise que en fait depuis le début c'était Nemesis, et que a priori ça peut... après Nemesis, est-ce que c'est pas dans le cœur finalement? Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas tous samaritains dans le cœur et Nemesis c'est dans la tête? Est-ce qu'on n'avait pas un peu le Nemesis de quelqu'un au fond? C'est ça, on a tous un peu quelque chose de samaritain. C'est ça. Et c'est pour ça, mais je dis que c'est raccord, ce que tu lui dis, ça a été un méchant, donc effectivement là au pire ici il est héroïque. Après il a tué tout le reste de sa troupe. Oui, non mais voilà, c'est qu'il est anti-héroïque parce que c'est la seule, c'est comme Black Adam, c'est que Heroes don't kill, I do. Et puis voilà, et c'est tout. Et donc là, il le jette effectivement dans les flammes. Tout le monde est en bas pour non, justement, il essaie de... Non, voilà. Tout le monde... là, il fait une Batman à la fin. Ouais, c'est ça. Ouais, mais une Batman trop nulle. Très nul, ouais. Très nul, parce que ou alors c'est juste que le gamin d'un coup devient complètement aveugle, parce que vraiment il est pas en train de le gamin est con, faut se mettre ça dans la tête. Il est con, ce gosse, il comprend rien. C'est vrai qu'il est très con, hein. C'est vrai qu'il est très con, parce que vraiment la façon dont c'est filmé, c'est juste Stallone qui a couru très vite. Oui,
Mais probablement avec des pas très lourds sur le sol, c'est ça, la totale, quoi. Bah oui, parce que vu comment il est, clairement, alors oui, juste avant, d'ailleurs, il s'est fait sauver, enfin, ils te font le coup de, en fait, il va mourir, mais en fait, en fait, non. En fait, non, parce que, pourquoi pas, parce qu'il fallait ce genre de scène. Mais pareil, je me dis, mais quand ils les écrivent, ces films, ils se disent pas, merde, mais on l'a pas déjà fait 1000 fois, le coup du héros qui meurt, mais en fait, non, tu vois, c'est qu'est-ce qui t'impose de vouloir encore remettre ce poncif d'écriture là-dedans. Enfin, je trouve ça ouf. Ouais. Et surtout quand t'es sur une plateforme, tu peux t'amuser. Justement, je trouve que, en plus d'être radin, le film ne sait pas s'amuser, en fait, par rapport à même. Ah ouais, mais le film, il est très premier degré. En plus, Nemesis, quelque part, je pense pas que ce soit volontaire, parce que je pense pas que ce soit des gens qui lisent forcément des bandes dessinées, mais Nemesis, le Nemesis de Mark Millar, c'est un personnage qui est ultra brutal, ultra méga violent, et donc s'ils utilisent le même nom, même si Nemesis c'est pas un nom, enfin, vu que ça. Oui, mais là, je pense que c'est tellement plus primaire. C'est genre. Oui, c'est vilain, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais admettons qu'il y aurait une inspiration de là, parce que peut-être que Julius avait l'idée des BD. Je me suis dit, bah en fait, le fait de l'appeler Nemesis prend son sens aussi quand il révèle vraiment qui il est. Moi, je pense qu'il y a des notices de meubles Ikea. Il y a pas plus dans le film. Il est construit comme ça, tu vois. C'est genre un truc que t'enlèves, tu vois. Ah merde, on a oublié une vis. Ouais, ça tient encore. Moi, je sais pas, ça va, tu vois. Ouais, et donc il fait ce coup de Batman en disant non mais je dois disparaître, mais voilà, il fait quand même ce discours très bizarre aussi, justement pour évacuer la moralité du film. Oui, parce qu'on a tous du bon et du mauvais en nous et tout. Ouais, oui, c'est oh là là, ouais, c'est vrai qu'il dit ça. Et donc mais toi tu sauras faire le bon choix, machin, et puis il disparaît à la Batman. Et donc après t'as le gamin qui est interrogé dans la rue, parce que forcément c'est le gamin sauvé par Samaritan, et effectivement au lieu de lui c'est un bâtard, enfin c'est aussi un peu à la The Last of Us, quoi, c'est de dire que le héros va en fait mentir de façon abusée pour préserver une forme de statu quo ou de fausse vérité qui arrange plus de monde. C'est-à-dire que là c'est la fin de The Dark Knight en fait, mais fait par des débiles. C'est-à-dire que là, c'est mentir pour dire, ouais, en fait, le super-héros, bah, c'est bel et bien un super-héros, mesdames et messieurs, et oui. Il est de retour, et ouais. D'accord, bah, écoute, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais surtout, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'ils en font après? C'est bon, bah, c'était bien lui. Et. Voilà. Bah, non, mais c'est bon. Vu qu'en fait, c'est une ville qui fonctionne par flash info. Ouais. Donc là, le dernier flash info qu'il voit, c'est bon. Le super-héros de la ville est de retour. Donc tout va aller mieux maintenant. C'est ça. C'est terminé. Même, tu vois les émeutiers arrêtés à l'arrière-plan. Ouais. Ils se serrent dans les bras avec les banquiers. Ils sont en mode ça va et tout. Il n'y a plus de problème maintenant. Samaritan, il est là. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? C'est terminé. Oui, sauf que ça tient pas parce que le mec se barre avec sa capuche, et je crois qu'il veut même pas rester dans la vie. Je crois que le mec il a toujours un billet de train à échanger et qu'il va juste se barrer. Mais c'est ça. Donc il va rien se passer en fait, et t'as juste un gamin con comme ses pieds qui va être très content, ouais. qui va essayer de chercher son voisin pendant des jours avant de sombrer. Ce qui serait marrant, c'est qu'ils se prennent pour le nouveau Samaritan et qu'ils se fassent flinguer 2 jours plus tard avec juste je sais pas, un sweat capuche trop grand pour lui et un marteau à la con, et qu'il n'arrive pas à soulever leur marteau de merde. Mais voilà, non, il y a rien. Puis en plus c'est pareil, hein, ce truc là. C'est tellement une scène nulle que je crois que mon souvenir le plus récent du héros qui se retire mais qui reste dans la foule des admirateurs, je crois que je l'ai vu en version second degré, peut-être dans Megamind, où t'avais le super-héros de base de la ville qui se retrouvait dans la foule et qui validait Megamind, voilà, ouais, le discours, ouais. Et voilà, mais là c'est ça. Là, c'est ça, sauf que c'est Stallone avec un sweat à capuche, sous la pluie, avec une gueule vénère. Donc, en même temps, c'est ça, et en même temps, c'est la version serial killer de ça. C'est-à-dire que c'est le mec qui revient sur le lieu de son crime. Je les ai tous niqués et tout, machin. T'as vraiment ce côté-là. C'est comme, je crois, dans le film Copycat, il disait qu'il y avait je sais plus quel, parce qu'en gros, Copycat, c'est un film où le méchant, c'est un tueur qui imite. Ouais, c'est un copycat du coup, ouais. 2 tueurs en série connus américains. Et il y en a un, je sais plus lequel, sa signature c'était de revenir sur le lieu de son crime, donc il disait ouais, faites gaffe au badaud, même derrière la barrière de keuf et tout, ça se trouve il est là, il observe la scène du crime et tout. Ben là ça fait très ça. Sauf que voilà, après il lui fait le signe de tête réglementaire
de OG. En mode, on se sait, gamin. Yeah, c'est ça, ouais. T'inquiète. On se sait de quoi? Il va faire quoi, le gars? Mais le gamin, à part raconter en boucle son histoire, si, il peut s'associer au journaliste désœuvré qui tient la bibliothèque, enfin, la librairie. Ouais, pour faire un deuxième bouquin, voilà, et en espérant croiser les doigts que ça devienne un best-seller. Sinon, il va continuer d'avoir une vie de merde dans un HLM avec sa daronne, hein. Bah oui. Rien n'a changé pour lui, enfin, vraiment. Ça. Enfin, si on a ravagé son appart, voilà. Ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'ils doivent tout racheter, voilà. Il faudrait faire des chroniques vidéo sur la suite des films, enfin, tu sais, bah juste ouais. sur l'après, où tu vois effectivement le gamin et sa mère qui dorment dans la rue en essayant de s'en sortir parce qu'il avec le mec qui a une pancarte genre I've touched Samaritan. Ouais, tu vois. c'est ça. Voilà. Est-ce que vous voulez entendre mon histoire avec la mère qui a la tasse et qui fait du bruit avec les pieds? Mais sinon, non, je vois pas vraiment en quel. Enfin, oui, il les a sauvés, mais il les a pas vraiment sauvés sur le très long terme non plus. Bah non, quoi. c'est ça. Parce que même au pire, le gars, tu sais, il passe dans l'émission de télé, il raconte son truc, à la fin, il fait, mais du coup, vous pouvez me donner de l'argent? Non. Non, en plus, ce serait génial je peux être payé? Bah non. Genre un keuf qui arrive qui fait oui, mais si je comprends bien. Donc t'as été plus ou moins complice de Cyrus pour les 2 premiers délits que tu nous décris. Allez, on tôle. T'as couvert, petit con. Il est presque complice du meurtre. Du meurtre du keuf. Tu vois, parce qu'il a rien fait pour arrêter. Le truc sur la supérette. Ouais. Donc oui. Le fait de faire le sifflet, enfin de faire le guet pour leur planque aussi et tout. Enfin, c'est vrai que le mec technique, enfin dans la vraie vie. C'est ça. Puis après, bah ouais. Dans la vraie vie. Puis sa mère ira en tôle aussi, ouais. c'est les États-Unis, donc ils vont dire ouais, elle a pas su bien l'éduquer. Allez. C'est ça, donc ce sera terrible, mais au final, c'est ça, t'as une forme de happy ending. Et alors, je te jure que j'ai quand même, parce qu'on est quand même dans un cinéma de super-héros et avec ce genre de principe, ben on l'a cherché. Et on l'a pas trouvé la scène post-générique. Moi, j'étais persuadé oui. moi, j'étais persuadé. Il y a pas Stan Lee non plus. Effectivement. Bah, il était déjà bien mort quand le tournage a commencé. Bah, c'est peut-être lié. C'est horrible. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, ça, c'est qu'il y a pas de post-générique parce que moi, je m'attendais quand même, parce que c'est Stallone, il a quand même, ça se voit que c'est quelqu'un qui aime encore tourner des trucs. Ouais, il kiffe, bien sûr. Et puis, quitte à faire des DTV rincés, comme Bruce Willis, en fait, ils s'en foutent, quoi. Il les continue, parce que ça lui rapporte. Après, Bruce Willis, apparemment, c'était une histoire beaucoup plus sombre, que ça. C'est qu'en fait. Non, on a appris sa maladie après, mais je veux dire, il continue. Ouais, mais en fait, sa famille le poussait beaucoup. Ah ouais, merde, ça, je savais pas. D'accord. Ouais, c'était un peu jamais. D'accord, bah, en tout cas, sans cet élément extérieur, disons que sa carrière, c'était quand même des DTV vraiment pas terribles. Ah oui, bien sûr, ouais, il a pas de... Voilà, et bah, que Stallone peut aussi faire ça, même s'il a quand même une présence au grand écran plus importante. Mais je m'attendais vraiment Après, à ce qu'il fasse il est peut-être plus regardant, de son image, pour le coup, Stallone. Parce qu'en vrai, je trouve que ça fait... Non, en fait, tout ce qui l'entoure, par exemple, dans ce truc est nul, mais lui, en fait, il fait du Stallone. Il a pas une espèce de scène qui serait tellement ridicule, ou si tu l'extrais du film, tu peux en faire un même, ouais, il s'est rabaissé à ça et tout. Ouais. Bruce Willis, malheureusement, t'avais quand même des films où à un moment, je sais pas, c'était un truc à Los Angeles, le film, je veux dire. Et faudrait que je me rappelle du rôle secondaire, en fait, pour retrouver le titre. Mais je l'ai plus. Mais en gros, il faisait un détective privé. Il y avait Jason Momoa dans le film, qui faisait un chef de gang latino. Et c'était n'importe quoi. Ouais. Et en fait, dans la scène d'intro du film, Bruce Willis doit se barrer en catastrophe de chez une meuf, parce que la famille de la meuf ou son mari est rentré. Et donc, il se barre à poil, il vole un skate, il se met à tracer en skate à poil. Ensuite, des keufs arrivent. Et vu qu'il est parti avec son flingue, bah tu comprends qu'il a dû s'enfoncer son flingue dans le cul pour faire croire aux keufs qu'il était juste à poil et pas à poil armé sur un skate. Donc voilà, t'as pas de truc équivalent pour Stallone, tu vois. Ah oui, effectivement. Voilà. C'est ça. Donc ça lui laisse quand même ça lui laisse une bonne image d'un rôle. Ouais, c'est un Stallone, voilà. Mais qui partira a priori pas en franchise. Oh putain, ouais, j'espère pas, parce que... Tu pourrais faire Samaritan is Back sur le retour du du super-héros à la retraite, qui était déjà de retour, mais qui revient encore une fois de plus. Mais alors, du coup, en conclusion, Splinter, j'ai envie de te demander, on le conseille, ce film, ou pas, là? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est quand même pour des gens, c'est-à-dire que, est-ce qu'on le regarde avec des binges, avec un bon gros pétard et des potes? Ou est-ce que même pour une soirée picole pote, ça le fait pas? Je sais. En fait, je pense que ça dépend de ton rapport à Stallone, en vrai. Ouais, parce que si t'as un peu d'affection pour lui, tu vois, je pense que ça peut passer.
Sinon, juste, tu vas t'ennuyer en vrai. Parce que c'est pas non plus assez con pour que tu rigoles toutes les 2 minutes, tu vois. Pour le coup, c'est pas Morbius. Donc, ouais, c'est plus un peu transparent, je pense. Je pense que ouais, c'est même à l'image, tu vois, même de la. Pour ça, c'est plus Snake Eyes. C'est un peu du Snake Eyes pour moi. Snake Eyes, c'est ça. Mais Snake Eyes a plus de trucs rigolos. Snake Eyes est sorti au ciné aux États-Unis quand même, hein. Oui, mais c'est des gens, ils ont. Oui, mais c'est un pays, ils ont élu Bush 2 fois, donc à partir de là. Ouais, c'est vrai, ils peuvent aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que celui-là, techniquement, je veux dire qu'il y a des films qui sont tout aussi moches qui passent la ciné quand même en termes de films d'action un peu. Avec complètement. Des trucs, tu vois, c'est pas non plus le truc le plus honteux qui soit sorti. Non. Puis la MGM. Tous les Resident Evil sont sortis au cinéma, donc à partir de là. Voilà, non mais voilà, bien sûr. Personne ne doit avoir honte de quoi que ce soit dans ce monde. Bah ouais, c'est ça. Non mais je veux dire que c'est ça. Et puis la MGM, c'est un gros studio, donc c'est ça qui. Malheureusement, ouais, j'ai l'impression que va falloir mettre cette phrase au passé, parce que je pense à la politique d'Amazon pour leurs achats de grosses compagnies, c'est peut-être pas, tu vois. Mais après, ouais, à voir comment ils vont être gérés, quoi. Très bien. Bah écoute, on va pas non plus accorder 1 minute de plus à ce film. Oui, on va passer à Paper Girls. Attends, mais justement, on va passer à Paper Girls, mais ce sera le bonus. Du coup, c'est un faux bonus parce que t'as spoilé les trucs, parce que moi je voulais mettre en post générique de ce podcast. Donc on va faire comme si personne n'avait rien entendu. Wink, wink. Allez. Et donc, sur ces entrefaites, Splinter, je te remercie d'avoir donné de ton temps. On va pas prendre plus de temps pour parler de ce film, hein, parce qu'il se fait déjà tard. Et donc, on a... C'est juste un mot sur le sidekick féminin, c'est-à-dire la meuf de Cyrus. Oui, donc c'est... je pense que c'est l'une des pires morts en mode balèque que tu puisses faire. Ah oui. Elle meurt en hors-champ et c'est Cyrus qui réagit. Parce que dans un moment, il tourne sa tête parce que quand Stallone fait du moulinet avec le marteau magique, il renvoie les balles, évidemment. Oui. Parce que le mec a dû voir Thor. Donc c'est ça. Par contre, il a vu Thor, mais il a pas fait l'effet spécial parce qu'il n'y avait pas le budget. Donc, t'as juste Stallone qui fait des moulinets, mais t'as pas le truc où ça n'arrête pas de tourner. Ouais. Ça fait pas non plus de tourbillon. Non, juste c'est un gars qui agite une barre de fer avec un bout carré au bout, c'est tout. Mais tu comprends parce que c'est pas vraiment filmé, que ça a renvoyé pas mal de balles. Ça a fait plein de ricochets dans la pièce et tout. Mais la pièce, c'est un entrepôt où le plafond, il est à quoi minimum 8-10 mètres de haut. Ouais. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Et donc là, Cyrus qui s'est extirpé du truc. Ah merde, en fait, c'était Nemesis. Oh là là, il va tous nous tuer et tout. Il panique. Il regarde à gauche, à droite. Et là, dans son champ de vision, tu as sa meuf qui, pour le coup, avait été quand même présentée un minimum. Elle a sa petite tirade face au gamin à un moment. Ouais. À la fois pour le côté on est une famille et le coup de pression totale. Ouais. Donc si tu nous trahis, je te détruirai, je détruirai ta famille à toi et tout. Non. Cette meuf est donc devenue un cadavre en hors champ et t'as juste Cyrus qui du coup qui panique encore plus et qui se barre. Ouais. Et le seul truc qu'il lui accorde, c'est que dans le monde charge, il dit je crois qu'il dit le nom de la meuf à un moment. C'est tout. Mais la sortie de film de ce personnage, c'est vraiment c'est juste un tu la voyais plus puis un plan, elle est c'est vraiment sur les marges d'un truc. Ils ont fait attendez, mais en fait dans les hommes de main là, du coup s'ils se barrent juste avec le Renoir, ça veut dire que elle est où? Ah elle est morte en fait. Oui, bon rajoutez le plan mettez là elle s'appelle Sophia, ils vous ont fait vas-y Sophia, mets-toi juste sur l'escalier, voilà. Bouge pas, c'est parfait, on te garde 30 secondes puis c'est bon, c'est fini. C'est ça. C'est vrai que c'est un autre point triste sur ce triste constat dans l'ensemble. En tout cas, on espère que le podcast vous a plu, que vous l'écouterez plus que vous ne regardez le film, parce que vraiment vous n'avez pas forcément du temps à perdre là-dessus, que vous êtes amusé un petit peu. Et on vous rappelle que si vous aimez le travail fait avec ces émissions, il suffit de partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Splinter, j'espère que tu partages ces podcasts sur les réseaux sociaux. Et donc vous pouvez également nous soutenir si Tipeee, et si vous voulez que on soit pérenne et qu'on puisse fonctionner avec un budget a priori plus élevé que celui de la production pour ce film. Merci encore à toutes et tous de nous avoir écoutés, et on se dit à bientôt pour la prochaine émission. Et il n'y aura absolument pas de post-générique avec Splinter qui donne son avis sur Paper Girls. C'est pas du tout le programme. Voilà, il y aura pas du tout ça après le saxophone. Non, pas du tout. Salut Yerim. Salut.
Et donc, quelle surprise, c'est incroyable. On est encore là en fait. Voilà, on vous l'avait pas annoncé. Splinter l'avait pas du tout spoilé au cours de l'enregistrement. Mais donc, de toute façon, tu l'avais annoncé dès la présentation en fait, que effectivement, on a essayé de te boycotter pour le podcast sur Paper Girls, mais on ne réussit pas. Voilà, puisque t'as su que il avait été enregistré, puisque comme tu vis sur le pas de ma porte, là, en fait. T'as vu les gens rentrer, tu te dis pourquoi pas moi. Et donc par contre voilà, donc alors c'est vrai que t'as pas pu encore écouter. Je suis comme Thanos, je suis inévitable. Ouais, c'est ça. Et on va faire des t-shirts avec ta tête en mode Thanos, ça va cartonner. Et donc alors on a fait un podcast où on était quand même plutôt assez conciliant avec la série par rapport à notamment le fait d'avoir des personnages féminins pas sexualisés à leur âge et tout ça, et qui parlent quand même de pas mal de choses, rapport surtout à des thématiques un peu féminines et tout ça, et qu'on était plus déçus sur l'aspect science-fiction, l'aspect assez fauché visuellement de la série. Mais du coup, tu voulais dire un mot sur Paper Girls. Et alors c'est libre antenne, c'est First Print, fais-toi plaisir. Ouais, non, c'était rapide en fait. Ouais, vas-y. Non, fais pas une blague genre ouais, c'est de la merde. non, t'inquiète. Non, en gros parce que ça c'est Prime Video aussi. C'est Prime Video également, ouais. Mais c'est la même chose en termes de communication, un trailer, un mois, machin, okay. Rien du tout. Franchement, d'accord. Personne n'en a parlé, quoi. Parce qu'ils ont dû se rendre compte que Stranger Things existait. Mais justement, nous, on se disait que ça pouvait faire et qu'ils pouvaient jouer là-dessus en disant, en l'appelant Stranger Fille. Ouais. C'est un peu gros quand même. Ouais, on va mettre des meufs sur des vélos. Oui, mais alors par contre, à leur décharge, Paper Girls, ça en comics, ça sort un an avant la première saison de Stranger Things. Donc ils ont pas du tout copié. Par contre, sur la prod de la série, ils pouvaient jouer là-dessus. Ils pouvaient même le vouloir se la raconter en mode contender, tu vois, l'outsider qui arrive pour faire face aux géants de Netflix. Après ils peuvent pas être plus insupportables que les gosses de Stranger Things. Déjà non, mais après c'est juste que d'un point de vue ambition et visuel, en fait, finalement ça a pas grand-chose à voir, et surtout que ça n'a pas du tout les mêmes moyens que Stranger Things. Donc visuellement, de toute façon, ils se feraient éclater si c'est comme si d'un coup je disais ouais, je vais faire des meilleures punchlines que toi, tu vois, une émission de radio, et que je le fais après. À mon avis, je pense que ça fait mal. Quel flatteur. T'as vu, je suis sympa quand même, je suis sympa. Mais donc tu vois ce que je veux dire. Ils auraient pu jouer sur cette. Moi, c'était juste pour faire le jeu de mots Stranger Things. En tout cas, c'est validé. Non, après, ce que j'ai kiffé, c'est c'est ça. Tu vas me confirmer. Toi, t'as lu la BD. Oui. Voilà, tu vas me confirmer. Enfin, j'assume. Je sais pas tous. Parce que donc dans les meufs, la meuf qui est une white trash, elle est clairement en cosplay de John Connor de Terminator 2 pendant l'intégralité. Tout à fait, ouais. Est-ce que c'est le cas aussi? Bien sûr. Là, c'est les actrices, leur look et même leur visage, franchement, c'est complètement la directrice de casting a fait vraiment un décalque. Mais genre c'est un clin d'œil à John Connor dans T2 ou pas du tout? Sûrement. Parce qu'elle est vraiment comme John, même son background familial, c'est Ouais, mais je pense que oui, parce que c'est clairement une BD qui puisait de ces inspirations-là à la base, où l'auteur Brian Kevough voulait mettre tout ce qu'il avait kiffé dans sa propre enfance. Et donc oui, c'est a priori, je pense que c'est évident que quand il lui a dit Mac dessine Edward Furlong en fille. En gros, franchement, c'est ce qui a été fait, ouais. Ok. Non, après, je trouvais ça marrant, en fait, d'avoir Jason Mantzoukas en méchant, parce que, il est jamais crédible, mais en même temps, il est toujours drôle. Donc, pour moi, les highlights, en fait, de la saison, c'était de voir ses t-shirts. Parce que tu te dis, voilà, il en a ramené un Tupac, le deuxième, je sais plus c'était quoi. Et tu te dis, moi, mon attente, c'est la saison d'après, genre, quel t-shirt il va pouvoir amener, parce que ça se voit que c'est ses t-shirts à lui et que vraiment personne n'a jamais écrit ouais, en fait il faut que le boss des méchants ce soit Jason Mantzoukas avec un t-shirt, des claquettes, un short, et puis qui se rase même pas, en fait, tu vois. Donc tu dis ouais, ça c'est drôle. Donc ça, j'imagine, c'était dans la BD aussi. Lui aussi, il est plus vieux, okay. Mais il est aussi complètement débraillé. Ouais. D'accord. Il a la cool. Ouais, il a des t-shirts rap ou pas du tout? Faudrait que j'aille vérifier dans okay. Ça je m'en rappelle pas. Et non, et après par contre, ils font un truc qui est quand même super cool. Parce que bon, après les états d'âme ou les évolutions des meufs à travers les âges, bon, enfin c'est cool si t'as jamais vu de voyage dans le temps, tu vois, mais sinon non. Mais par contre, si t'as vu plein de films ou de séries sur le voyage dans le temps, tu sais qu'il y a un truc qui manque. Donc c'est pas j'ai découvert mon futur moi, crise existentielle, je fais oui, bon, ta gueule. Par contre, le méchant, évidemment, il contrôle des ptérodactyles. Mais c'est ça qui manque à tous les voyages dans le temps que j'ai vus toute ma vie.
À chaque fois qu'il y a des méchants, c'est des mecs qui veulent changer le cours de l'histoire. Là, non. Là, c'est un gars, il dit non. En fait, moi, je veux que tout reste pareil. Et pour ceux qui sont pas contents, il y a des dinosaures à mon service. Ça, c'est parfait. C'est-à-dire que, en plus, ils ont un Transformers de merde à un moment. Donc, ça veut dire potentiellement, il y aura, j'ai pas lu la BD, mais il y aura forcément un Transformer versus un Tyrannosaure. Non? Bon, alors ça n'a pas d'intérêt. Parce que là, tu touchais à un truc où tu dis, ouais, là, je comprends ce que vous avez. Je comprends pourquoi, voilà, il y a six losers en perso principaux qui font de la merde. Ah ouais, est-ce qu'on va manger? Bon, on s'en branle. Par contre, tu me ramènes Mantzoukas avec son ptéro sous collier et qui obéit sur un hochement de tête pour bouffer des gens. Là, on parle, tu vois. Là, c'est bien. Donc voilà, Transformers versus Jurassic World. Et pour moi, la saison 2 sera parfaite. Tout simplement. Tu sais que la série a été annulée. Ah bah alors c'est foutu. Mais ça, c'est normal aussi. T'as vu, ils ont pris une comédienne qui est hilarante normalement. Oui, pour Erin, oui. Voilà, ils se sont dit, bah, tu vas nous jouer une dépressive, toi. C'est ça que tu vas faire. C'est ça que tu kiffes en plus. D'accord. Eh ben, c'est bien fait pour leur gueule que ce soit annulé. Ouais, de prendre des gens en contre-emploi, au total contre-emploi de ce qu'ils font. Bon, mais je veux dire, c'était déjà un fiasco dans Birds of Prey, tu vois. Soit tu la laisses improviser, faire des blagues, soit tu prends quelqu'un d'autre, en vrai. Ouais. Donc voilà. Mais d'accord, parce que je m'étais dit, quelque part, si c'est annulé, c'est bien fait, parce que bah vous aviez qu'à m'inviter. Et d'un autre côté, ça veut dire que j'aurais pas non plus la possibilité du Transformers versus Tyrannosaure. D'accord. Non, bah franchement, je pense que c'est mérité. Je pense que absolument personne de l'équipe qui a touché de près ou de loin à cette série mérite même de l'oxygène qui respire, en fait. Oh, t'es vilain. Non, je rigole. Super vilain. Non, mais il y a pas des trucs que t'as réellement aimé un petit peu. Si, j'ai bien kiffé, justement, Mac. Ouais. Quand elle apprend que, en fait, elle est pas mourante, mais qu'elle a pas d'avenir, quoi. Elle va crever et tout. Tous les persos adultes, je les trouve catastrophiques. Mais Jason Mantzoukas, au moins, il est catastrophique. Bah, drôle. Les deux Larry, par exemple, Larry, ça va pas du tout. Mais Larry et sa pote Johnny Pepper, en fait, c'est deux ajouts qui n'existent pas dans les comics. Ah, d'accord, ok. Et c'est deux persos qui sont horribles. Okay. Clairement, ils servent à rien. C'est les pires, mais même quand tu dis, ouais, les Transformers, je trouve même que visuellement, tu vois. Ah non, visuellement, c'est hideux. Mais le ptéro aussi, il est hideux. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Oui. Mais là, au moins, tu te dis, c'est un truc, ça peut être un bon nanar. Ça fait Asylum tout de suite. Mais c'est ça fait prod Asylum de fou, tu vois. Ouais. Donc, après, je sais pas où ils pensaient aller avec ça. Mais c'est dans la BD, c'est un élément de la BD. Non, aussi, mais filmé comme ça. Ah oui, bah. Bah, il disait, il nous reste combien? 500 000. Vas-y, on peut avoir quoi comme ptérodactyle avec 500 000? Et ouais, vas-y, ça passe. Ouais, mais c'est con, tu vois. C'était un des rares méchants qui avaient en leur possession des dinosaures avec des colliers, tu vois. Bah oui, non, mais personne y pense à chaque fois à ce truc. C'est quand même l'évidence. Tu vas pas te prendre un pit. Tu peux voyager dans le temps. Oui. Au minimum, tu prends un raptor et voilà, tu vois. Mais tu vas pas faire comme Chris Pratt, tu vas pas faire deviens vegan, je sais pas quoi. Non, tu vas vraiment le dresser pour dès que t'as un mec il hausse le ton devant toi, c'est bon, hop, tu es comme en tout cas dans le truc. Allez, petit hochement de tête, petit clin d'œil, c'est comme Brad Pitt à la fin de Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, allez hop, tu vas mordu les couilles. Voilà, c'est bon, c'est fini. Ouais, ou Daenerys avec ses dragons qui ouais, voilà, Dracarys, je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui la craint, quoi. Très bien. Et donc ton ressenti au final, toi t'as pas trop. Voilà, c'est dommage pour les dinosaures et les robots. Mais c'est tant mieux pour la série, je pense. Mais en plus, non, par contre, si, c'est peut-être dommage pour certaines des actrices, les jeunes, les petites, je veux dire, qui, dans lesquels sont vraiment bien. Mac, je trouve que vraiment ça va. Après, t'en as 3 autres, quoi. Donc, t'as KJ, Erin et Atif. Alors, la Renoir, non, parce qu'on lui demande de faire un truc qui est trop vu, en fait, déjà. Ouais. C'est vraiment, voilà, c'est la meuf de bonne volonté, enthousiaste et un télo. Ouais. Donc, vraiment, elle scoltine les trucs. D'ailleurs, limite, elle est très à l'arrière-plan pendant très longtemps. Bah, avant qu'il ça, jusqu'à ce qu'il y ait son moi du futur, en fait. Ouais. Franchement, celle qui a la révélation, ah ouais, dans le futur, je suis une lesbienne. Je sais pas si c'est que c'est mal écrit ou si c'est qu'elle est pas en capacité de jouer plus, mais elle évolue pas vraiment. Enfin, tu vois, elle est déjà comme ça dès le début. Elle a les mêmes expressions de visage. Elle a pas plus d'intensité avant ou après. Ouais. Même quand elle a ses pétages de plomb et qu'elle se met à, du coup, à cogner Mac dans le cas. Et à tuer le mec aussi dans le premier cas.
Bah elle a pas vraiment de trucs. Donc ouais, pour moi c'est plus la jeune, celle qui fait. Erin. Erin, c'est qui? L'asiatique. Ouais, Erin, la jeune, je la trouve bien. C'est celle qui a le plus de trucs à jouer en vrai. Ouais, c'est l'héroïne entre guillemets. Ouais, Erin est celle qui fait Mac. Et attends, est-ce que j'en oublie une? Non, parce que non, elles sont 4. Ouais. Ouais, donc voilà, c'est ça. Très bien. Voilà. Voilà, tu vois, t'as quand même pu te dire ton avis. Tout à fait. On est ravis. Donc, je vais pas refaire tous les laïus d'avant. Merci de nous avoir écoutés. De toute façon, Yérim, on te réentendra plein de fois. Et je prends note que, a priori, si on ne t'invite pas sur un truc, la suite est annulée. Donc, j'essaie de faire ça pour des trucs que j'aime vraiment pas, en espérant que ça fonctionne. T'imagines si on avait fait la Casa des Papel? Tout ce qu'on aurait épargné. C'est clair. C'est clair. Très bien. En tout cas, merci Splinter d'avoir été avec nous une fois de plus. Puis, à la prochaine. Salut.